cette classe vectorialiste qui se caractérise par quoi? Par le fait qu'elle possède et contrôle les vecteurs à travers lesquels passent ces images, ces sons, ces discours que nous mettons sur Internet. De contrôler ces vecteurs, c'est contrôler notre attention, donc c'est contrôler la façon dont on voit le monde, qu'est-ce qu'on voit pas dans le monde, et donc tout le reste découle de ça. Yves Citon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour l'interview de la Fabrique sociale. Donc avant tout, pour te présenter rapidement, tu es un professeur de littérature, un essayiste. J'ai vu même que sur ton site internet, tu disais que tu étais un graphomane, c'est ça? Bah, j'écrivais trop, voilà, dans ma jeunesse. Là, je me suis calmé un peu, donc ça va mieux. Ok. Et du coup, tu écris trop, effectivement, tu es l'auteur de nombreux ouvrages, notamment pour une écologie de l'attention en 2014, et tu as également coordonné la réalisation d'un ouvrage qui s'intitule sobrement L'économie de l'attention, Absolument. qui rassemble des textes de multiples experts de l'économie de l'attention sur ce sujet-là. Et enfin, tu es le co-directeur de la revue Multitude. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Non, non, ça suffit largement. Non. Commençons à discuter. C'est bien. Super. Merci. Avant tout, peut-être, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à t'intéresser à la notion d'attention? D'accord, rapidement. Alors moi, donc, comme tu l'as très bien dit, je viens de la littérature et je me suis toujours demandé pourquoi on lisait littérairement des textes, c'est-à-dire pourquoi les gens lisent des romans, etc. Là, tant mieux, puis ça se fait, il n'y a pas trop besoin de se poser des questions. Mais pourquoi, par exemple, à l'université ou dans les écoles, on a des cours de littérature? Et il m'a semblé, petit à petit, ça a pris un peu de temps, que c'était vraiment pour développer une attention particulière, un mode d'attention particulière. On se dit que lire, qu'on lise le journal, qu'on lise ses courriels, qu'on lise un roman, un poème, il y a nos yeux qui suivent des lignes. Et c'est vrai. Et il m'a semblé que ce qu'on essayait de faire, d'abord comme étudiant quand on étudie les lettres, puis comme enseignant si on enseigne la littérature, c'était, oui, de lire, mais de lire d'une façon très très particulière et très bizarre. Et donc, je me suis d'abord intéressé à l'attention en me disant comment caractériser cette attention qu'on porte, par exemple, à un poème de Mallarmé, ou par exemple à un article du Monde, si on le lit d'une façon littéraire, comme si c'était un article de Mallarmé. Et là, il y a quelque chose qui décolle la littérature d'un certain corpus. La littérature, ça serait Victor Hugo, ça serait Baudelaire, ça serait, je ne sais pas, George Sand, et ça serait pas Le Monde. Et moi, j'avais envie de dire, la littérature, c'est un mode d'attention au texte, et ça peut se prêter à n'importe quoi. D'où, qu'est-ce que c'est que ce mode d'attention? Qu'est-ce qu'on dit sur l'attention, etc., etc. Et ça, encore une dernière remarque, c'était au début des années 2000, où certaines personnes, alors dans le monde anglophone, mais déjà en France, des gens comme le philosophe Maurizio Lazzarato et d'autres, commençaient à parler d'économie de l'attention. Et ce syntagme, économie et attention, ça m'a tout de suite semblé important. Et donc, ça m'a pris un petit peu de temps pour creuser ce qui se disait là-dessus et finalement faire des ouvrages, comme tu as dit. Ouais. Par rapport à l'attention, quelle est toi la définition que tu lui donnes? Est-ce qu'on peut parler d'une attention ou est-ce qu'on doit parler de l'attention au pluriel? Alors ça, c'est une question énorme, et on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Justement, quand on est littéraire, on se dit qu'il n'y a pas, un langage qui serait plus vrai qu'un autre. Qu'est-ce qu'on fait avec ces langues? Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les mots qu'on emploie? Et donc, ça veut dire 2 choses différentes, de parler de l'attention au singulier et en même temps de pouvoir dire, en fait, l'attention, c'est pas une seule chose, c'est un agglomérat de plein de réalités différentes qu'on regroupe. Alors la question, c'est au nom de quoi on est justifié de les regrouper? Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle toujours Georg Frank, qui a travaillé là-dessus en Allemagne depuis assez longtemps, depuis le début des années 90. Lui, c'est un des pionniers de ça. Et dès le début, il a dit l'attention qu'on porte à un livre, à la route, je sais pas, à son amant quand on fait l'amour, etc. C'est des choses très très différentes. Ça passe par le toucher ou pas, c'est stressé, c'est détendu. Mais il y a quelque chose qui nous permettrait de parler de l'attention en général. Ça serait si on avait quelque chose, et il écrivait ça en 1990, donc c'était encore un peu flou, qui permettrait de faire une sorte d'équivalence entre ces différents modes d'attention. Et lui, il venait de l'économie, justement, et il se disait, il y a quelque chose dans le monde de l'économie qui est l'argent.
et l'argent qu'on achète des tomates, qu'on achète des immeubles, qu'on achète des vacances, c'est de l'argent, même si les immeubles, vacances, tomates, ça n'a rien à voir. Et il se disait, si on avait quelque chose pour mesurer l'attention euh, et la mettre à plat, bah là, on pourrait parler justement de l'attention. Et en même temps qu'il disait ça, il y a quelque chose comme l'Internet qui prenait forme, et puis il y a les mesures d'attention sur Internet, que ça passe par des clics, que ça passe par plein de choses. Et petit à petit, l'idée se met en place que euh, l'économie de l'attention peut faire un marché, parce que, justement, pas parce qu'on a de l'attention, mais parce qu'on peut quantifier l'attention qu'on porte. Et finalement, pour Google, que je porte de l'attention à un écran, que je porte l'attention sur un écran qui regarde ceci, qui regarde cela, que je sois ici ou là, finalement, ça se quantifie, ça se vend, ça se marchandise. Et donc, à partir de dispositifs techniques comme Internet, comme tout ceci, on commence à avoir quelque chose qui homogénéise toute cette attention, alors qu'en fait, elle est très différente. Donc, quand je fais l'amour tout seul dans un lit, enfin tout seul avec quelqu'un sans caméra forcément autour de moi, est-ce que c'est de l'attention dans ce sens-là commercial? Ben non, ça se marchandise pas trop. En revanche, il y a plein d'endroits, par exemple là forcément on enregistre, mais sitôt que j'utilise mon téléphone portable, on enregistre. Si je lis Le Monde ou un autre journal par mes yeux avec du papier, en fait là ça se quantifie pas tout de suite, mais il va y avoir des traces dans ce que moi je vais écrire, dans ce qu'on va pouvoir savoir, qui vont s'agglomérer à cette attention qu'on peut marchandiser aujourd'hui. Donc, non, a priori, il y a plein de modes d'attentionnel très très différents qu'on peut pas, qui n'ont rien à voir entre eux, presque. Oui, se mettent en place des dispositifs de mesure qui justifient de parler de marchandisation de l'attention. Ouais. Si tu apprécies cette chaîne, pense à t'abonner et à activer la cloche. Et n'hésite pas à donner de la visibilité à cette vidéo en la likant, en la partageant ou en la commentant. La Fabrique sociale est un média indépendant et a grand besoin de soutien financier. Si tu en as les moyens, n'hésite pas à faire un don sur ma page Tipeee. Même les petits gestes sont très importants pour la survie de cette chaîne. Le lien est disponible dans les notes et dans les commentaires. Et un grand merci à tous les tipeurs qui m'ont déjà aidé. Ton livre Pour une écologie de l'attention, tu parles de la circularité qui existe entre l'attention et la valeur. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors là, c'est un vieux truc que je reprends de, j'aime bien, je suis toujours un peu les mêmes choses, mais je reprends ça de notre ami Flaubert, vu que je viens un peu de la littérature. Et alors, il n'est pas le seul, il n'est pas le premier à le dire, mais je trouvais intéressant dans une lettre, il dit comme ça, il suffit de regarder quelque chose assez longtemps pour que ça devienne intéressant. Et alors là, moi, j'ai plein d'exemples de ça, mais je vais faire un petit peu bref. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'il y a des choses qu'on valorise a priori, il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Et en général, si on les aime, c'est qu'on a appris à les aimer. Même, je ne sais pas, regarder un match de football, etc. J'imagine que quelqu'un qui viendrait sur la Terre de planète Mars, qui voit des gens qui courent autour d'un ballon et puis qui s'excitent là autour, ça serait bizarre. On a appris à aimer le fait que courir autour d'un ballon, le mettre dans un endroit ou pas, ça veut dire quelque chose. Donc on a tout appris à aimer. Et ce que nous dit Flaubert, c'est que finalement, on peut tout apprendre à aimer si on y met un petit peu d'attention, si on a soit on est obligé de le faire, soit on a des raisons de le faire. Et donc ça veut dire que la valeur d'un match de football, ou la valeur d'un poème de Mallarmé, ou la valeur de ce à quoi on prête attention, en grande partie, ça vient du fait que on a appris à aimer, qu'on a commencé par prêter de l'attention à un truc bizarre qui en lui-même, pour nous en tout cas, n'avait pas forcément de valeur, et puis on y met de la valeur en même temps qu'on y met de l'attention. Et au bout d'un moment, ben, on sait que ça a de la valeur pour nous. Donc, si je vois tel musicien qui vient en ville, j'ai envie de voir son concert parce que je sais que j'aime ce qu'il fait. Et là, il y a une valorisation qui précède le fait que j'ai au concert pour donner mon attention à ce musicien-là. Euh, mais en fait, c'est une sorte de cercle. Alors, d'habitude, quand on dit des cercles, on dit des cercles vicieux. Là, c'est un cercle vertueux, je crois. Et c'est très important de penser ce cercle vertueux qui fait que c'est parce qu'on a un peu amorcé la pompe euh, en prêtant de l'attention à quelque chose qui nous aurait très bien pu nous être soit indifférent, soit repoussant. Et ça veut dire que les goûts changent. Ça veut dire qu'il y a une plasticité de nos goûts et de nos valorisations. Ouais. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul sur l'histoire de l'économie de l'attention. Quand est-ce que, selon toi, on commence à voir l'attention via un prisme économique? Alors voilà, parce que l'attention en tant que telle, qu'on puisse la valoriser, savoir que c'est important que les gens fassent attention à ceci ou à cela,
ça va très loin. Et moi, j'aime bien dire que la rhétorique, c'est ça. La rhétorique, c'est d'apprendre une sorte de stratégie ou de tactique pour capter l'attention des gens. Maintenant, cette valorisation, alors c'est difficile, hein, on ne peut pas revoir toute l'histoire humaine et savoir où ça a commencé. Ce qu'on dit souvent, et qui, moi, m'a semblé la chose la plus raisonnable pour le moment, mais charge de correction, c'est que autour de 1830, des directeurs de journaux, des patrons de journaux, de quotidiens, hein, les quotidiens, ça commence autour, enfin en France, le Journal de Paris, 1770, je crois, ou quelque chose comme ça. euh, les quotidiens se mettent en place. Pour vendre un quotidien, il faut trouver des gens qui le lisent et il faut payer le papier et l'impression. Et autour de 1830, il y a à New York, à Paris, etc., des gens qui se disent, ça nous coûte 1 euro de l'époque de produire notre journal. Euh, D'habitude, on doit le faire vendre 1,25 € ou 1,10 € ou quelque chose. Là, on va le vendre à 50 euros. Et dans le journal, on va mettre des lieux où des annonceurs de la réclame, etc., vont pouvoir payer pour mettre de l'information qui sera soumise à l'attention de nos lecteurs. Et forcément, on a un avantage compétitif énorme. On vend le journal, qui en gros elle-même avec quelques pages de plus, pour 50 centimes au lieu d'1 euro, et on reçoit les 50 centimes restants des annonceurs. Et donc là, ça leur a donné un énorme avantage compétitif. C'était très très limité à l'époque, parce qu'un livre, fallait l'acheter, parce que tous les produits culturels, ça se payait, parce que ça devait se produire. Et depuis ce moment-là, mettons 1830, cette part gratuite, si on veut, de l'accès gratuit à des objets culturels, ou presque gratuits, ou moins chers, n'a fait que se développer, avec un développement énorme au XXe siècle, avec quelque chose comme la télévision, avec quelque chose comme la radio, où petit à petit, d'abord c'est l'État qui paye, puis il y a de la publicité. Et aujourd'hui, Internet, et les plateformes, c'est pas seulement Internet, c'est les plateformes qui sont le règne de... Alors, on s'émerveillait dans les années 90 de la gratuité. Je trouve que la gratuité, c'est très bien aussi. Il ne faut pas du tout cracher dessus. Mais là, on s'aperçoit que cette gratuité, elle est payée par une économie parallèle qui est la marchandisation de l'attention, et que ça a des effets pervers assez importants. Que ça avait déjà en 1830, mais que ça a encore plus aujourd'hui, parce que ce n'est pas 2 ou 3 quotidiens, c'est presque tout ce qui arrive vers nos yeux et vers nos oreilles, qui a été, alors qui a été quoi? Qui a été filtré par ce critère qu'il faut que ça suscite assez d'attention pour pouvoir vendre le médium. Et ça, de nouveau, ce n'est pas une révolution tout d'un coup, mais sur 2 siècles. Hein, c'est vraiment 2 siècles où ça s'est petit à petit mis en place. Là, au cours des 30 dernières années, ça s'est mis en place de façon beaucoup plus rapide, flagrante et ubiquitaire. Et là, on n'a pas commencé à réaliser ce que ça cause dans une culture que d'être sous ce régime-là de façon absolument majoritaire. Ouais, et par rapport à ça, il y a le livre de Tim Wu, Detention Bah oui, Merchants, lui, il parle de ça aussi. qui, Voilà, tout qui- à qui fait. parle de Ouais, ouais, ça. absolument. Et Ouais, ouais, ouais. c'est très intéressant aussi quand il décrit le changement de ton des médias de l'époque. C'est-à-dire que il décrit la presse on va dire, économie de l'attention comme étant une presse assez ennuyeuse, finalement. Ouais, Et qu'il y a un changement de ton et que derrière, la presse à attention, c'est de la presse sensationnelle qui invente aussi des fake news, comme quoi il y aurait on aurait vu des martiens sur la planète Mars, etc. ouais, ouais, etc. d'accord, d'accord. Donc ça, moi j'aime beaucoup ce livre de Timou. Donc il faut le lire. Et je crois qu'il n'est pas traduit en français. C'est dommage parce qu'il est vraiment très intéressant. En même temps, moi, c'est une de mes autres casquettes de littéraire, et j'ai beaucoup travaillé sur le XVIIIe siècle. Et là, grâce à des collègues de Grenoble, on a pas mal travaillé sur des journaux, des périodiques du XVIIIe siècle. Et on s'aperçoit que les rumeurs, les fake news, le scandale, le sensationnalisme, toutes les bêtises qu'on voit aujourd'hui que ce soit sur les plateformes ou dans les journaux populaires ou autres, ça existait déjà. Hein, ça existait. C'est pas 1830 où tout a été corrompu par cette marchandisation de l'attention. De nouveau, c'est la rhétorique, c'est le mensonge, c'est la démagogie. Ça a préexisté à tout ça. Là, il faut pas trop se leurrer non plus. Ouais, et je me permets de citer un passage de son livre que je trouve assez intéressant, où il dit: Nous avons déjà vu le modus operandi de base du marchand d'attention, attirer l'attention avec des produits apparemment gratuits, puis les revendre. Mais une conséquence de ce modèle est une dépendance totale à l'égard de l'obtention et de la rétention de l'attention. Tout à fait. Et il dit: Cela signifie qu'en compétition, la course se déroulera naturellement vers le bas. L'attention sera presque invariablement attirée vers l'alternative la plus criarde, la plus sinistre et la plus scandaleuse, quel que soit le stimulus susceptible d'engager ce que les scientifiques cognitifs appellent notre attention automatique, par opposition à notre attention contrôlée, celle que nous dirigeons avec attention. Super. Intention, pardon. Super, ouais, ouais, ça c'est une très belle citation. Et moi, il y a juste un mot que j'ai envie de rajouter à la Oui, citation, parce que moi, c'est un mot
clé, et j'aimerais bien qu'on l'utilise plus en français, c'est le terme de science. Et là, c'est les gens qui travaillent sur l'attention, enfin, c'est un mot qui préexiste, mais des gens comme Jean-Philippe Lachaud, dont je recommande vraiment le livre, s'appelle Le cerveau attentif, et il en a fait un autre plus tard, mais Le cerveau attentif, c'est sorti en poche, ça coûte rien et c'est vraiment génial, ça date maintenant peut-être de 15 ans, mais ça reste génial, pour essayer de nous expliquer aussi clairement que possible la complexité de ce qui se passe dans le cerveau, dans ce qu'on appelle attention, qui de nouveau, on revient à ta première question, à savoir, c'est plein de choses qu'on appelle attention, mais voilà. Et une des choses qu'il met bien en place, c'est cette notion de science qui est, on définit la science par quelque chose que notre système nerveux et notre système sensitif, un stimulus, tu parlais de stimulus, qui ne peut pas, auquel on ne peut pas ne pas prêter attention. Et donc, quand il y a un bruit très fort, quand il y a quelque chose qui explose, quand il y a une sirène, c'est fait pour. C'est fait pour que les sirènes, même si on conduit sa voiture, on voit qu'il y a une sirène et on doit s'arrêter. Donc ça, c'est une science, quelque chose qui sort et qu'on ne peut pas ne pas remarquer. Et une façon de redire ce que disait très bien Timou, ça serait de dire qu'il y a une sorte de course aux armements de science. À partir du moment où on est en compétition pour d'abord attirer l'attention, après la capter ce sera autre chose, mais attirer l'attention, plus on fait exploser quelque chose fort, plus il y aura de gens qui vont faire attention, ou plus on a une lumière forte, plus on va faire. Et donc, cette compétition dans les sciences et le fait que, une fois qu'on a attiré l'attention, la capter, il faille renouveler des sciences très précisément, ça, il me semble que ça explique plein de choses sur les formats audiovisuels, par exemple, contemporains, sur le fait que ce qu'on est en train de faire maintenant, où on a des longs plans, où on n'a pas une coupe de plan toutes les 3 secondes, et ben ça attire moins l'attention, parce que quand on a une coupe de plan, il y a quelque chose qui sort, ça peut être une menace, etc. Et donc il y a la façon dont on dit souvent que le temps d'un plan classique à la télévision dans les années 70 et aujourd'hui, il s'est grandement diminué. C'est une des conséquences de ceci. Alors après, ça prend des formes aussi de scandale, de sensationnalisme, sur les contenus plutôt, mais même sur les formats audiovisuels, je trouve que c'est vraiment important de garder cette notion de science en tête. Ouais. Pour rebondir là-dessus, avec un ami, on a réalisé une série de vidéos cet été qui parlait des pièges multipolaires. Alors, pour essayer de le définir, ce sont des situations qui peuvent être décrites de la manière suivante. Dans certaines compétitions, on optimise un facteur X. L'occasion se présente à l'un des compétiteurs de faire une croix sur une valeur pour améliorer X. Ceux qui saisissent cette occasion prospèrent. Ceux qui ne saisissent pas cette occasion perdent la compétition. Et à la fin, le statut relatif de chacun est à peu près le même qu'auparavant, mais le statut absolu de chacun est pire qu'avant. Et donc, une manière de l'illustrer, ça serait par exemple en parlant de la course aux armements en matière de géopolitique, où en fait, deux pays rivaux, un pays rival va s'armer, du coup, l'autre pays rival va continuer à s'armer. Et en fait, à la fin, les deux pays ont dépensé énormément d'argent. Et donc, leur statut relatif est le même qu'auparavant. Mais par contre, leur statut absolu est pire qu'avant parce qu'une grande partie de leurs dépenses va dans la course militaire et donc ils ne peuvent plus investir dans le secteur de la santé ou dans le secteur de l'éducation ou des trucs comme ça. Alors malheureusement, ça c'est un exemple très tragique dans ce qu'on est en train de faire. Là, on est vraiment en train de se faire prendre dans ce truc complètement suicidaire qui fait qu'on a besoin de plein de ressources pour des dépenses sociales, pour des dépenses écologiques, et tous les dirigeants nous disent qu'il faut absolument les mettre sur des dépenses d'armement, ce qui a effectivement une rationalité, ils ne sont pas complètement fous, mais qui est une rationalité qu'on devrait quand même questionner beaucoup plus, il me semble, que ce qu'on fait, et se rendre compte que c'est précisément la rationalité où on perd. Alors, est-ce que tout le monde perd, c'est clair? Est-ce qu'on peut, ça c'est toujours l'histoire du prisonnier, dilemme du prisonnier, etc., ces choses-là, mais d'avoir un tout petit peu plus de recul face à ça et de se demander comment on pourrait en sortir, là, il me semble que c'est une réflexion qui ne se fait pas, et donc c'est très précieux de développer ce type d'expérimentation, d'exemple, etc. Merci. Dans ton essai pour une écologie de l'attention, tu évoques la classe vectorialiste. Oui, ça c'est un beau concept. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette classe et pourquoi elle joue un rôle clé dans le fonctionnement de nos sociétés? Ouais, merci, ça j'aime bien. De nouveau, moi j'invente pas grand-chose. Moi je lis des gens, je suis littéraire, puis après je les ressauce un petit peu. Donc là c'est quelque chose qui vient de Mackenzie Wark, qui était un théoricien, maintenant une théoricienne new-yorkaise, qui a fait plein de livres sur le hacker. Ça s'appelait comment ça? C'était pas je crois que c'était le manifeste hacker, je crois, dans l'an 2000. Et là-dedans, il oppose deux classes. Alors, une classe, il l'appelle la classe justement des hackers.
qui fait sens dans son raisonnement, qui pour nous est un peu trompeuse, parce qu'on se dit les hackers, c'est des gens qui sont super développés pour faire du code, pour casser des codes, pour, hein, alors que lui, il entend juste les gens qui hachent de l'information et qui la mettent sur Internet. Donc on est tous, à partir du moment où on a une page Facebook, ou on a un blog, ou on a quelque chose, on met une image sur Internet, on est ce qu'il appelle la classe hacker, donc ceux qui nourrissent les images, les sons, les discours qui sont sur Internet. Et il oppose à ça, qui serait un petit peu l'équivalent du prolétariat. Le prolétariat, ça travaille, puis ça produit de la richesse, ça produit des marchandises. Et l'autre classe, équivalent de la classe capitaliste dans le schéma marxiste, ça serait justement cette classe vectorialiste qui se caractérise par quoi? Par le fait qu'elle possède et contrôle les vecteurs à travers lesquels passent ces images, ces sons, ces discours que nous mettons sur Internet. Et ça veut dire quoi? Posséder et ou contrôler. Euh, eh ben, c'est Bolloré qui possède des institutions de télévision, de journaux, d'édition, etc. Donc là, il possède. C'est l'équipe, je ne sais pas s'il y a une personne, mais l'équipe de TF1 qui décide ce soir-là, aux nouvelles, à 20h, on va regarder ceci, ceci, cela. Ce n'est pas forcément eux qui possèdent TF1 ou le studio ou quoi que ce soit, mais c'est eux qui contrôlent ce qui va passer dans ce vecteur qui est l'écran de télévision qui donne à quelques millions de Français ce qui s'est passé la journée. Et donc si on met tout ça ensemble, ça fait une classe qui sont justement ceux qui sont en position de contrôler ce qui passe par les vecteurs et souvent d'en profiter aussi, on voit bien avec Zuckerberg et autres. Donc c'est posséder, mais pas seulement posséder, contrôler. Et de se dire que le moment présent dans lequel on entre et dans lequel on vit déjà, oui, il y a toujours le prolétariat et les capitalistes, ça existe, puis on peut être capitaliste dans l'extractivisme fossile, et c'est bien des vecteurs, mais c'est plutôt des tuyaux, donc ça serait un petit peu différent. Ce qui a émergé de nouveau sur quelques siècles, mais avec une accélération remarquable autour des 30 ou 40 dernières années, c'est ces vecteurs, ces canaux de diffusion, et ça passe par les satellites, ça passe par plein de choses, qui contrôlent ce qui arrive à travers nos écrans, à travers aussi les pages imprimées. Mais on voit que les pages imprimées et les écrans deviennent de plus en plus dépendants. Et donc de contrôler ces vecteurs, c'est contrôler notre attention, ce qui se dirige vers notre attention, pas forcément pour nous imposer des ordres, mais pour déjà contrôler quel est le paysage attentionnel dans lequel on se situe. Donc, c'est contrôler la façon dont on voit le monde, qu'est-ce qu'on voit pas dans le monde. Et donc, tout le reste découle de ça. Enfin, pourquoi on voterait pour Poutine? Pourquoi on voterait pour Macron? Pourquoi on voterait pour ça? Ben, c'est en fonction de ce qui nous rentre dans les yeux et les oreilles. Et on voit bien, alors, quand on fait l'émission maintenant, c'est juste après la réélection de Poutine en Russie. Poutine, il peut contrôler ce qui passe dans les médias, il contrôle les gens qui se présentent aussi aux élections, mais ne serait-ce que contrôler ce qui passe dans les médias, réprimer certains journalistes, réprimer certaines choses, à partir du moment où on contrôle ça, le reste suit. En France, heureusement, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas une clique qui contrôle tout ceci. En même temps, quand on regarde les quelques millionnaires ou milliardaires, je ne sais plus, qui se partagent en gros tout le monde de l'édition, tout le monde des télévisions et des radios privées, etc., c'est quand même assez préoccupant. Et il y a des gens qui s'en préoccupent, mais à mon avis, on devrait s'en préoccuper beaucoup, 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 beaucoup plus. Parce que c'est à la racine de tout le reste qui est de voter, de ne pas voter, de faire ci, de faire ça, d'être fasciste, de ne pas être fasciste, etc. J'aimerais qu'on prenne l'un des objets les plus sophistiqués et les plus fascinants de cette économie de l'attention. C'est l'algorithme de Google, PageRank. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet ovni? Ouais, alors PageRank, ça date, hein. Moi, tout ce livre-là, je l'avais fait dans les années 2010, c'est par en 2014. Là, on est 2024, on est presque 15 ans plus tard. Et alors oui, il y a toujours PageRank qui est très important, je vais peut-être en dire deux mots. Il reste important, même s'il y a plein de choses qui se sont développées depuis. Et là, l'idée de PageRank, c'était que on va donner une sorte de priorité. Et ce qu'on sait tous quand on utilise des moteurs de recherche, c'est qu'on pose une question et puis les choses arrivent en rang, hein, c'est du ranking, 1, 2, 3, 4, 5, 10. À partir du moment où il faut commencer à aller à la deuxième page, il n'y a presque personne qui va à la deuxième page, hein. Donc c'est ces 10 premiers rangs dans ce qui va nous arriver qui va compter.
Et la question, c'est comment est-ce qu'on décide parmi toutes les réponses qui seraient possibles pour nous diriger vers ce site-là ou ce site-ci, comment on arrive dans les... Et que là, l'idée de base de cet algorithme, c'était de dire, on va mesurer, à la base, c'était des rapports entre des sites Internet et qui prête plus attention à quel site Internet. Et il y a deux choses. Il y a combien de gens, donc combien de gens se branchent dessus, mais si c'est quelqu'un qui lui-même, une institution qui elle-même concentre beaucoup d'attention, et ben juste un seul lien ou un seul rapport, ça va compter beaucoup plus que 3 ou 4 Lulu. Et donc c'est un calcul assez, en même temps assez simple conceptuellement et assez savant qui fait que arrive en haut du classement ce qui attire déjà le plus d'attention avec un mode de calcul un peu élaboré mais compréhensible. Donc ça, c'était ce qui a ce qui a permis le développement de Google en tant que moteur de recherche. Maintenant, les choses ont évolué. J'imagine que Google, moteur de recherche, fonctionne comme ça. Mais avec ce qu'on développe au titre de l'intelligence artificielle, il y a des mécanismes qui sont toujours similaires ou comparables parce que c'est toujours de l'agrégation statistique. Et donc, une chose importante pour notre époque, c'est se rendre compte que parce qu'on arrive, comme je le disais tout à l'heure, à quantifier l'attention, cette quantification, elle permet de tout mettre à plat, en quelque sorte, et de tout réévaluer par des choses simplement quantitatives, et donc des choses statistiques, et que notre accès au monde, non seulement au site que Google me donne, mais de plus en plus, si on utilise OpenAI, ChatGPT, etc., aux informations à l'intérieur de ce qui s'est publié pendant les dernières décennies, tout ça s'est filtré par, alors on appelle ça des algorithmes ou simplement des statistiques, des computations statistiques. Et que ça, d'un côté, c'est terriblement efficace. Et moi, je me rappelle les premières fois qu'on utilisait Google, c'était juste magique. De même qu'aujourd'hui, les premières fois qu'on utilise ChatGPT ou ces choses-là, c'est magique, c'est quand même extraordinaire. Quand, je sais pas, en un siècle, mettons, depuis Turing et autres, qu'on ait réussi à produire des machines qui permettent de pointer des informations de façon aussi précise, c'est de la pure magie. Et donc là, je crois qu'il faut toujours continuer à s'émerveiller de ça. En même temps, le fait que ça passe par de la statistique, par une sorte de moyenne, ça a des conséquences. Et là, peut-être qu'on aura le temps de voir quelques-unes des conséquences que ça peut avoir. Oui, justement, tu expliques que cet algorithme de PageRank pourrait contribuer à réduire les promesses d'émancipation qui étaient contenues dans les dynamiques d'Internet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en Ouais, dire alors je vais plus? essayer de faire ça. Et je crois que de nouveau qu'on parle de PageRank, de trouver des sites sur Internet, qu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, où il s'agit de choses un petit peu différentes à partir d'un espace latent qui produit des images ou qui produit des bouts de texte. C'est très différent en soi. Et moi d'ailleurs, je ne suis pas du tout un ingénieur ou un programmeur, donc je ne peux pas rentrer dans trop de détails, mais j'ai quand même une vue des différences. Là, on va faire comme si c'était tout la même chose, ce qui est un peu faux et un peu brutal. Pour dire quoi? Pour dire que le passage par la moyenne statistique, alors ça peut s'affiner. À savoir que la moyenne, si je vous dis, je ne sais pas, quelle est la chanteuse ou le chanteur le plus populaire, je pense qu'on peut regarder de nouveau les mesures d'attention, quel chanteur, puis ça nous donne un truc, puis ça nous donne un classement. Maintenant, je peux affiner en disant quel est le chanteur le plus populaire dans le genre du rhythm and blues. Et ça va déjà se spécifier parce qu'il y aura un genre, puis après, etc. Donc, même si on fonctionne à la moyenne, en fonction de ce qu'on appelle aujourd'hui des prompts pour l'intelligence artificielle ou en fonction des questions qu'on pose au moteur de recherche, on peut affiner les choses. Et finalement, on peut arriver, et c'est aussi le miracle, à des choses très très précises. On peut demander des trucs très précis et avoir des trucs très précis. Donc, c'est pas parce que ça passe par de la statistique que c'est forcément des choses floues. Pardon. Néanmoins, la tendance de tout ceci, de même que tout à l'heure je parlais d'une tendance à pousser à la science, donc ce qui apparaît sur nos écrans, si ça apparaît parce que ça a été financé par de la marchandisation de l'attention, ça va pousser vers la science. De même, si ce qui apparaît comme résultat aux demandes qu'on fait, ça apparaît par la moyenne, et ben ça va tout attirer vers, de nouveau, le plus
consulté, le plus populaire, le plus consensuel, le plus... Ou alors, plus consensuel, il y aurait des problèmes parce qu'on penserait tous la même chose. Ou alors, si on associe les deux choses dont on vient de dire, puisque c'est le plus saillant, de dire que demain le soleil va se lever à l'est, ça va pas, c'est consensuel. Là, je pense que personne ne va rien dire, et je pense pas que ça va être un hit sur Internet si je poste ça quelque part. En revanche, de dire des choses antisémites ou de dire des choses horribles, là, au contraire, ça va susciter plein de réactions. Et donc, ce même phénomène qui met tout en moyenne, dont on pourrait se dire que ça fait du consensus, en fait, ça accentue aussi des oppositions où, oui, ça fait consensus, mais ça fait consensus sur des choses affectivement très, très motivées, pour la question des saillances en particulier, et pour le coup, ça polarise des problèmes très complexes autour d'attracteurs souvent très simples et très destructeurs pour nos capacités collectives de développer une intelligence qui, justement, mesure les nuances et mesure la complexité des phénomènes. Il me semble aussi que on passe parfois à un certain stade où l'algorithme devient la loi, c'est-à-dire que l'algorithme devient tellement important pour des systèmes comme Facebook, Instagram, etc., qu'en fait les utilisateurs vont se calquer sur ce qu'aime l'algorithme, sur ce que Mmh, l'algorithme met en avant. mmh, Et je me demande à quel point ça peut aussi avoir cet effet homogénéisant, je dirais, mmh, mmh, mmh. sur le contenu qu'on publie et les opinions qu'on peut donner sur ces plateformes-là. Tout à fait. Ouais, ça, je pense aussi qu'on s'adapte. On a bien vu quand il y avait, quand c'était le nombre de clics qui décidait de de la mesure de popularité d'un site ou quelque chose, et ben, il y avait toute une série de court-circuitage qui permettait d'augmenter le nombre de clics. Mhm. Euh, et donc, sitôt qu'on fait une mesure, pour mesurer quelque chose, et là c'est intéressant comme phénomène attentionnel, les gens qui ont intérêt à maximiser cette chose, ils regardent la mesure plutôt que de regarder la chose. Mhm. Et ils regardent comment on peut altérer la mesure. Et ça, c'est un problème énorme. C'est un problème que j'ai même dans les salles de classe. Là. Enfin, j'ai la chance d'enseigner à l'université. Malheureusement, dans nos universités, on demande de mettre des notes. Et donc, pour mettre des notes, il faut faire quelque chose comme des petits, je sais pas, des petits tests ou des examens. Et il y a des effets complètement déformants de ces mesures du fait que l'étudiant ou l'étudiante ait bien fait attention à ce que je disais ou ait bien compris ce que je disais. Et la plupart du temps, ça j'en suis convaincu, si on a des mauvais résultats dans les examens, c'est parce que c'est l'examen qui attire l'attention et qui déforme l'attention. On n'a pas accès au contenu de ce que la personne a compris, on a accès à une sorte d'artefact qui souvent trahit ce que la personne a vraiment compris, ou alors lui fait écouter dans ce qu'on dit ce qu'elle va retrouver dans l'examen et pas ce que nous on trouve le plus important. Donc là, de mesurer la nuisance profonde de la pratique de mettre des notes aux gens au niveau, différents niveaux d'école, y compris à l'université, là, je crois qu'on n'a pas du tout pris la mesure de ça et je trouve ça désolant. Ouais. Et c'est un phénomène qui m'intéresse beaucoup. C'est ce processus de réification. Donc par là, j'entends notre manière de prendre des choses abstraites et de les transformer en choses concrètes. Donc par exemple, on peut voir le temps comme quelque chose d'abstrait à la base, hein, Mm. comme voilà l'eau d'une rivière qui coule. Et puis quand on invente l'horloge mécanique, en fait, on fait du temps quelque chose de concret, Absolument. de Ouais, séquençable et de mesurable. absolument. Et il y a beaucoup d'auteurs qui montrent à quel point ça a eu des effets psychologiques très importants sur l'humain. Ce processus de réification, je pense qu'on peut aussi le voir dans l'éducation. Donc avec l'éducation qui est une chose extrêmement abstraite, qu'on pourrait peut-être à la base qualifier d'inquantifiable, justement. Et avec les notes scolaires, on la quantifie. Mm, mm. Et à quel point finalement ces notes-là, elles deviennent une fin en soi et non plus un moyen pour Absolument. réellement s'éduquer. Absolument. Et là, de nouveau, ce qu'on vit est complètement tragique parce qu'avec toutes ces histoires de classement de Bologne, etc., on est fasciné par le fait qu'il faut absolument monter dans les classements de Bologne. Donc, on va faire ce qu'il faut pour monter dans les classements de Bologne sans du tout se rendre compte, sans du tout mesurer, je sais pas, les gens ne sont pas idiots, mais sans mesurer, à mon avis, assez euh, les perversités qui sont inclus par ceci et ce qu'on écrase parce qu'on veut faire monter ce chiffre-là. Donc là, tout à fait. Ouais. Ouais. Et Rousseau, quand Rousseau a fait le geste, parce que c'était un geste, c'était une star Rousseau, donc il faisait des gestes un petit peu pour le public, de se retirer. La première chose qu'il a fait, c'était sa montre. Voilà, il a jeté sa montre. Et puis en plus, il venait de Genève et qu'il faisait des montres. Donc là, c'était le geste de justement se désaliéner, c'est de jeter, de se désattacher de cet objet qui mesure le temps dont tu parlais tout à l'heure. C'est très... ouais.
Et pour rebondir là-dessus, par rapport aux réseaux sociaux, je pense que ce phénomène-là est également à l'œuvre, c'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes notamment, leur estime de soi passe par la quantification sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple, je vais sur Instagram, je vais publier une photo, et puis en fait, je vais mesurer le succès de ma photo Ah au ouais, nombre de likes que je reçois. ouais. Et c'est vrai que quand on regarde qu'est-ce que signifie un like sur Instagram, bah, finalement, c'est juste tapoter 2 fois sur son écran pour envoyer un cœur rouge pixelisé à quelqu'un. Bon, en soi, ça ne devrait pas dire grand-chose, mais néanmoins, on ne peut pas s'empêcher Ah ouais. de se mesurer à ça. Et je pense qu'en termes de impact psychologique sur les gens, je suis pas certain que Ah ça ouais. fasse que du bien. Ouais. Ah ouais, non, là, c'est crucial ce que tu dis parce que, et là, je crois, de nouveau, je vais revenir à mon ami Georg Frank. Alors, c'était, lui, il écrit en allemand et on a dû traduire. Donc, pour les traductions, on s'est un peu cassé la tête parce qu'il n'y avait pas des équivalents exacts, mais on a essayé vraiment de faire une distinction entre l'attention euh, et, alors, j'ai oublié quel est le mot allemand que lui utilise, mais qu'on a traduit par considération, la considération. Et pour désigner exactement ce à quoi tu fais référence maintenant, euh, je reçois de la considération lorsque quelqu'un me regarde, me respecte, sait que j'existe, etc., etc. Euh, et alors, cette considération, elle a toujours été importante. Les regards qu'on a dans la rue avec les gens, nos proches, etc. Là, c'est pas du tout Internet, c'est pas du tout l'économie de l'attention qui a créé ça. Je crois qu'être humain, c'est justement faire attention au fait que les autres fassent attention à nous ou pas. Et que l'enfant, si ses parents, non seulement ils ne lui donnent pas de lait, mais on peut lui donner de la nourriture et des calories, mais si on ne lui donne pas de l'attention, ben, il ne se développe pas, voilà, ça ne devient pas un humain. Donc on est humain par cette considération qui vient vers nous, sauf que de nouveau, la nouveauté, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on peut maintenant croire la mesurer. Et c'est pas idiot, parce que s'il y a 50 likes, plutôt 5 millions de likes, ouais, ça dit quelque chose. Donc, c'est pas complètement faux. Mais ça, d'abord, ça produit des effets de déformation, parce que ça peut vouloir dire des choses très, très différentes, comme on disait tout à l'heure sur l'attention. Et ça entraîne des attentes. À partir du moment où j'ai 50 millions de likes, si je commence à en avoir juste 45 millions, bah, ça va être le drame. Alors que si j'en ai 5 et puis que j'en ai 10, ça sera merveilleux. Donc ça produit des attentes, alors on parle souvent d'addiction, et moi j'aime pas trop ce terme, il me semble qu'on en abuse beaucoup quand on parle d'Internet, mais en l'occurrence, pour des choses comme ça, je crois que c'est vrai. Et donc, alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? À savoir, on est dans ce monde-là, on ne va pas débrancher Internet du jour au lendemain. Peut-être que ça se fera parce qu'on aurait un problème d'électricité, je ne sais pas. Mais pour le moment, on est là-dedans. Et on a des outils qui font milieu de pensée, qui font milieu de vie et milieu de pensée, qu'on n'a pas du tout maîtrisé, qu'on n'a pas eu le temps de maîtriser parce que ça arrivait très rapidement et on est tous un peu perdus. Et là, je crois que tout ce qu'on peut se donner comme conseil, et là, une émission comme la tienne, elle est vraiment précieuse là-dessus pour essayer de se donner, voilà, de réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça fait et d'essayer de s'éduquer en hâte, en précipitation. Parce que avec le livre, avec les autres médias, on a eu des décennies ou des siècles avant qu'ils se répandent vraiment sur toute une population. Et là, c'est en question d'années. Et donc là, c'est très urgent. Enfin, moi, je suis beaucoup dans le désarroi. Et voilà, il faut qu'on s'aide les uns les autres. Ouais. Ouais. Donc il y a cette phrase du sociobiologiste E.O. Wilson que j'aime bien citer, qui est que le vrai problème de l'humanité, c'est que nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et des technologies divines. Ouais, ouais. Et donc, effectivement, vu la vitesse exponentielle du développement technologique, on a l'écart entre notre capacité à les comprendre et leur vitesse de développement semble s'accroître. Et donc, Mm, mm, c'est pour ça que c'est important, je pense, de remettre de la réflexion là-dedans. absolument. Sinon, on est vite dépassé. Il y a un auteur que tu cites beaucoup, c'est l'italien Franco Berardi. Ah oui, 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 tout à fait. Bifo. Ouais, 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 Ouais. ouais. Alors, est-ce que c'est de l'inventeur du terme sémiocapitalisme ou est-ce qu'il l'a repris? Je Que sais je pas. sache, ouais, que je sache. Ouais, ouais, ouais. Donc Ok. c'était un type qui faisait de la radio dans les années 70 à Bologne, dans le grand mouvement des années 70, 1970 à Bologne. Et il avait une radio Alice. Et donc il participait au mouvement. Et il a, dès le début, moi c'est une des raisons pour lesquelles il me plaît, pensé la politique à travers une pratique des médias radio. Euh, et donc, il a été très sensible justement à des phénomènes comme l'économie de l'attention, à la captation des affects, etc. Et il parle, entre autres, de sémiocapitalisme au sens où c'est du capitalisme, ça accumule quelque chose. Et lui, plutôt que de mettre l'attention, enfin, de mettre l'emphase sur l'attention, c'est les signes qui attirent, suscitent, canalisent notre attention, etc. Donc sémio pour signe et capitalisme. Ouais, ouais. Ouais. Et
il parle aussi des notions de cyberespace et de cybertemps. Est-ce Ouais, j'avais regardé ça il y a longtemps. Donc là, j'aimerais. Alors, la notion de cyberespace, elle est assez claire au sens où euh, on est à Paris, on est dans un certain lieu dont on pense que c'est un lieu physique qui, voilà, qui nous donne nos repères depuis des millénaires. Euh, Lorsqu'on est en ligne, on se projette dans quelque chose qui est bien un lieu parce qu'on est plus ou moins proche. On est ici ou là. Je suis sur ce site ou là où je corresponds avec cette personne et finalement elle est très proche de moi parce qu'on est en train d'interagir même si elle est à l'autre bout de la planète. Donc on comprend que ça fasse un nouvel espace, un cyberespace, que ça fasse un cybertemps. On en parle moins. On a beaucoup parlé de libérer le cyberespace et beaucoup moins le cybertemps. Donc c'est plutôt l'originalité de ce qu'il dit. Et là, ça ouvre plein de portes, en particulier sur les temporalités de calcul dont les algorithmes dont tu parlais tout à l'heure, avec lesquels ils fonctionnent, euh, nos capacités de réflexion à nous, déjà de perception à nous, qui sont quand même très très rapides, de réflexion qui sont quand même un peu plus lentes, personnelles, sensibles, je dirais. Et après, nos capacités à échanger, ce que tu disais tout à l'heure, bah, il faut on échange nos connaissances ou nos ignorances sur ce qui est en train de se passer, qui résultent de temporalités différentes, lesquelles évoluent, parce que la temporalité de, par exemple, la conversation universitaire se passe ou se passait sur des questions d'années, parce que je fais mon article, je publie mon article, déjà ça prend 6 mois ou 1 ou 2 ou 4 ans, ensuite quelqu'un lit mon article, ensuite il en fait une réfutation, et tout ça, ça peut prendre 5 ou 10 ans. Euh, Là, ça s'est réduit parce qu'on peut publier des choses plus vite, mais quand même à l'université, il faut les lire, il faut les relire, hein. Et par contre, quand on est sur Facebook, etc., Trump dit quelque chose, là c'est de l'ordre de la seconde, de la minute. Et donc toutes ces temporalités-là, enfin, chaque médium, je dirais ça plutôt comme ça, chaque médium développe sa cybertemporalité. Et là, de nouveau, c'est des choses à apprivoiser, qu'on n'a pas eu le temps d'apprivoiser, et se poser la question en termes d'échelle de temps, de quelle est la fenêtre dans laquelle je suis censé répondre, donc quelle est la temporalité de réflexion que je peux avoir avant de répondre. Et ça, je crois que c'est crucial. Là, encore une dernière remarque qui a dû sans doute influencer Bifo, parce qu'il était proche de Guattari et de Deleuze et de ces gens-là. C'est lorsque Deleuze parlait du cerveau comme quelque chose qui est dont la vertu principale, c'est les vides. C'est pas un cerveau bien plein. On se dit, ouais, qu'est-ce que c'est que l'éducation? Il faut remplir le cerveau de bonnes connaissances. Non, ce qui est intéressant dans le cerveau, c'est qu'il y ait des vides pour justement laisser un petit peu de temps entre le stimulus et la réponse. Si ça se fait tout de suite, justement, il n'y a pas de moment de réflexion, il n'y a pas de possibilité de bifurcation, et le stimulus-réponse, qui est celui sur lequel justement fonctionnent les sciences, lumière d'incendie, cri, quelque chose, c'est le contraire alors on peut appeler ça de façon prétentieuse l'intelligence, je ne sais pas, mais en tout cas de la réflexion. Et c'est ce moment de vide qui, pour Deleuze, représentait le cerveau, qui est intéressant. Et donc de se dire, je reviens à Bérardi, dans ces cybertemporalités qui sont des phénomènes techniques, ils induisent certains temps de réaction entre le stimulus et la réponse. Et là, de toujours se dire que ce qui est, alors moi je dirais avec Deleuze, je pense, une politique de gauche, c'est une politique qui justement permet un moment de réflexion entre ce qui rentre et ce qui sort. Et un moment pour, on dirait process en anglais, hein, pour traiter cette information, pour ne pas aller vers le premier chemin qui s'ouvre toujours devant, le premier chemin qui est déjà frayé, dans lequel on va s'engouffrer si on n'a pas le temps de regarder ailleurs. Et juste au moment où on regarde ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas autre chose en haut, en bas? Que ça, c'est vraiment important, et de défendre ça partout. Pour moi, c'est ça d'abord, une politique progressiste, une politique de gauche, après on prend les mots qu'on veut, et voilà, de défendre ça, pour moi, ça n'a pas l'air d'être politique, mais pour Deleuze et sa tradition, c'est clairement ça. Pour parler de médium, justement, l'un des médiums qui capte le plus notre attention aujourd'hui, ça semble être le téléphone portable. Quand on se balade à Paris, on voit que beaucoup de monde a son regard porté sur l'écran. Ce qui m'amène à une question qui me semble assez importante. Qu'est-ce qu'un téléphone portable, Ouais, finalement? ah ouais, ouais, ouais. Justement, moi j'allais
remettre en question le fait d'appeler un téléphone portable un médium, Mmh. parce que on peut utiliser le même téléphone portable pour faire un téléphone, ça s'appelle toujours un téléphone portable. Ah, ça veut dire que c'est la voix qui va passer d'un point de la planète à un autre point de la planète et le vecteur de ce qui va, ça va passer par la voix et pas par autre chose. Et ça arrive qu'on l'emploie comme ça. On peut l'utiliser comme une télévision, où je regarde la télévision, ben je regarde là-dessus. Et un téléphone ou une télévision, c'est très différent. Et une des nouveautés énormes du téléphone portable, parce que les téléphones, on en avait, enfin, on n'en avait pas depuis des millénaires, mais on en avait quand même depuis un certain temps, des télévisions, on en avait, c'est qu'on peut considérer, j'ai une amie qui s'appelle Alice Lenay, qui a fait toute une thèse sur ce qu'elle appelle des cam-écrans, quelque chose qui non seulement est un écran sur lequel je regarde la télévision, mais c'est en même temps une caméra qui fait que je peux prendre une image et la diffuser en direct sur les écrans des autres. Et ça, c'est absolument inédit. Ça, on n'avait pas. On avait des vidéos qui bricolaient un peu, on avait des trucs, mais il n'y avait que les télévisions. Il y avait les télévisions qui faisaient du direct pour un match de football, pour l'inauguration d'un président, où là, on filmait et on diffusait en même temps, puis sur des écrans, on pouvait voir. Mais le fait que chacun, aujourd'hui, puisse avoir sa chaîne de télévision, ça, c'est inédit. Et donc, le téléphone portable, les gens un peu prétentieux parlent de métamédium, parce que c'est un objet qui, oui, on peut dire que c'est un médium, mais qui permet de simuler tous les médiums précédents, tous les médias précédents. Si on veut savoir, je peux lire quelque chose, on peut m'envoyer une lettre, enfin tout ce qu'on pouvait faire au XVIIIe siècle, au XXe siècle, avec différents types de médias, tout ça c'est concentré, si on veut, là-dedans. Et donc, on peut appeler ça un métamédium, une sorte de super médium, etc. Pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'on puisse en faire une station de capture et de diffusion de télévision. Et là, il y a un penseur que moi j'aime beaucoup, qui était un Tchèque, en fait, juif, émigré au Brésil, puis revenu en France, s'appelle Wilhelm Flosser, qui en 1970, moi je suis suisse, donc 70 ou 70, fait un texte alors critiquant, à la suite de McLuhan, en critiquant les médias de masse, en disant qu'il y a une aliénation énorme du fait que on passe de plus en plus de temps à regarder la télévision, que la télévision, c'est certaines images du monde qu'on a tous de façon plus ou moins homogène, et que quelqu'un décide de nous montrer plutôt ça, et que ça, pour lui, c'était déjà le totalitarisme, c'était la pire des choses, et que si jamais un jour on arrivait à inventer un téléphone, c'est lui qui prend l'exemple du téléphone, sur lequel on puisse regarder des images et avec lequel on puisse enregistrer des sons et diffuser en même temps, alors là, la démocratie serait instaurée. Alors là, ça serait la révolution. Il avait absolument raison, il voyait ça en 1970. La révolution a été là, on s'aperçoit que ça pose plein d'autres problèmes, mais n'oublions pas que là, il y a quelque chose d'énorme qui s'est fait. Et qu'on est, même moi qui suis un peu vieux, on est la première génération à vivre ça et à vivre dans ce monde. Et alors, moi, je suis aussi un petit peu collapso, donc je me fais pas, voilà, j'ai un peu de soucis pour Mmh. l'avenir, disons. Mais il y a ces choses incroyables que nous, humains, avons développées, qui sont dans nos mains maintenant, et c'est d'autant plus rageant qu'on ne soit pas fichu collectivement Mmh. d'en faire des usages plus conformes aux rêves de Flusser dans les années 70 ou 70. Ouais. C'est, le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui, s'était posé la question: «Combien de temps ça nous a pris pour apprendre à lire?» Quand l'imprimerie a été inventée. Ouais, Tout ça pour mettre en pour perspective la le fait dualité. que les téléphones sont arrivés, en fait, en un claquement de doigts dans nos mains et que, bah, on sait probablement pas s'en servir. Tout à fait, tout à fait. Et pour, rebondir, sur, cette, affaire de métamédia, c'était McLuhan justement qui disait que, tous les nouveaux médias contenaient le média qui les précédait. Mhm. Donc, effectivement, le on va dire l'imprimerie contenait, l'écriture, puis, la télévision contenait le son de la radio et effectivement, le Mhm. smartphone, semble contenir tous les médias qui Tout l'ont à fait, précédé. tout à fait. Il y a un sujet que je trouve assez intéressant dans notre manière de prêter attention aux choses, c'est qu'il me semble que on prête beaucoup attention aux choses à travers le langage, à travers une sorte de langage interne. C'est-à-dire qu'on a Mhm. tendance à penser le monde avec des mots Absolument. à l'intérieur de notre tête. Euh, et justement, dans la philosophie d'une personnalité comme McLuhan, le langage peut être perçu comme une technologie, comme une sorte de prolongement ou d'extériorisation de Mhm. l'humain. Mhm. Il y a également un adage qui dit que toute technologie a un coût. Donc ça, c'est notamment Jacques Ellul qui utilisait cet adage. Et
Dans son livre Comprendre les médias, McLuhan s'appuie sur Henri Bergson pour dire la chose suivante. Il explique Bergson soutient dans l'évolution créatrice que même la conscience est un prolongement de l'homme qui diminue la béatitude de l'union dans l'inconscient collectif. Désolé si je suis un peu ésotérique. La parole sépare l'homme de l'homme et l'humanité de l'inconscient cosmique. On a toujours considéré le langage en tant que prolongement ou extériorisation de tous les sens à la fois, comme la plus riche de toutes les formes d'art conçues par l'homme, celle qui le distingue pardon, du monde animal. Je ne sais pas ce que ça t'évoque. Ah, ça évoque plein de choses. Moi, j'avais commencé mes études en linguistique, donc je bossais avec un professeur à Genève qui s'appelait Prieto, Louis Prieto, qui était génial. Et donc, ces questions-là, ça me travaille depuis longtemps. Alors, forcément, c'est des encyclopédies à écrire là-dessus, donc là, on va pas pouvoir dire quelque chose de vraiment nouveau en 5 minutes. Mais quand même, euh, pour moi, c'est important de mesurer deux choses par rapport à ce que tu disais là. D'abord, que le langage n'est pas tout. Et là, moi, je suis né dans les années 60. Il y a eu, c'était le moment où la critique littéraire, la théorie littéraire était très, très, très forte. Il y a eu un philosophe qui s'appelait Derrida, qui faisait plein de choses justement sur l'écriture, etc. Et donc, moi, je suis né là-dedans. Et oui, le langage fait filtre par rapport à nos expériences, très souvent. Mais il y a eu un retour, je crois, de manivelle depuis une vingtaine d'années pour autant dire que tout est langage, c'est faux. Ça, il faut se méfier des gens qui nous disent tout est langage, tout est écriture, tout est machin, etc. Non, enfin, quand on se caresse, quand on mange une orange, quand on est absolument incapable de trouver le début des mots qui nous permettent de dire ce que je sens dans ma bouche quand je mange une orange ou quand je caresse une peau aimée ou voilà. Donc là, faut pas déconner. Il y a plein de choses qui excèdent le langage en dessus, en dessous, que ce soit le mysticisme, que ce soit la sensibilité. Donc, première chose. Deuxième chose, oui, euh, pour, alors, je ne sais pas si c'est une majorité ou pas, mais pour un nombre considérable de nos expériences, la façon dont nous avons communiqué avant par certains mots entre nous va conditionner les catégories à travers lesquelles nous identifions, hein, ne serait-ce que des couleurs noires, blancs, couleur de peau, etc., blond, une blonde, etc. Tout ça, forcément, mon rapport à la couleur blond, euh, elle est informée, elle est structurée, elle est peut-être viciée par une certaine image des femmes qui, lorsque les femmes sont blondes, avec des cheveux longs, quand on les voit souvent, elles sont soit dénudées, soit on voit bien leur poitrine, etc. Et le mot blond, il est corrompu par ça, ou il est pourri, ou il est pollué, ou je sais pas. Et tous les mots sont pollués de cette façon. Euh, de nouveau, pollués, c'est un petit peu dramatiser le truc, mais ils sont... Donc, oui, les gens qui nous disent tout est langage, etc., ils n'ont pas complètement tort, parce que la plupart des choses, surtout lorsque après on doit nous en parler, eh ben on répète ces clichés, on répète ces pollutions, si on veut, qui ont traduit d'une certaine façon les expériences qu'on pouvait avoir. Non seulement qui ont traduit après coup les expériences qu'on pouvait avoir, mais qui ont informé a priori la façon dont on regarde le monde. Donc ça, je crois qu'il faut c'est deux choses différentes, mais qui sont des niveaux différents. Maintenant, si moi je viens de la littérature et si je continue à me revendiquer littéraire, c'est parce que qu'est-ce que c'est justement que les études littéraires dans le monde où on vit, où elles sont assez largement déclassées. On voit dans les postes d'université, on voit il y a de moins en moins d'étudiants qui veulent faire des études littéraires pour plein de raisons. Mais je crois qu'une des raisons, c'est parce qu'on n'a pas été fichu de développer un discours qui explicite l'importance de cette troisième couche. Donc, on a des sensations, la plupart échappent aux mots. La plupart de nos sensations sont quand même informées, structurées, si on veut, par le langage. Et réfléchir aux propriétés du langage, aux richesses du langage, aux vices du langage, toute la question du politiquement correct, c'est justement se rendre compte qu'il y a des mots qui sont vraiment pourris, qu'on emploie, qu'on employait, qu'il ne faut plus employer parce qu'ils sont associés à des choses. Donc, toute cette réflexion de troisième degré sur quels sont les mots que j'emploie, est-ce que je dois les employer, et après, tout à l'heure, quand j'ai commencé ça, je ne parlais pas de mes mots ou mon langage, mais notre langage. Et là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la langue française, qui vient de la langue latine, de plein de trucs, ça fait des décennies et des siècles que des humains utilisent les mots du français pour essayer de se comprendre, de s'influencer, de communiquer.
et que au fil de ces générations, ils et elles ont accumulé une finesse de description qui est énorme. Et moi, de plus en plus, quand j'écris des articles, etc., je me rends compte que c'est la sagesse, si on veut prendre ce mot, la sagesse de la langue française qui parle à travers moi, et que la meilleure chose que je pourrais faire, ça serait de me taire et de laisser la sagesse de la langue française avec ses étymologies, avec la façon dont on employait les mots à cette époque-là, qu'on a peut-être oublié, mais qui est toujours là, enfoui dans le mot, et que c'est ça la plus grande intelligence, la plus grande sagesse qu'on a. Et donc ça, c'est la troisième couche par rapport à notre usage du langage, qui pour moi est vraiment valorisée quand on fait des études littéraires, et qui est une ressource énorme, qui est une ressource, pas seulement pour les gens qui sont à l'université puis qui étudient Mallarmé, mais pour nous tous. Si on développait plus ceci, je crois que là, on gagnerait beaucoup en intelligence collective, en sagesse, et peut-être justement en recul sur il faut faire des budgets pour l'armement, il faut faire ceci, il faut faire cela. Toute cette troisième conscience de ce que nous disons, là c'est plus moi, mais ce que nous disons à la fois de très critiquable et à la fois d'une sagesse accumulée, ce niveau-là, il me semble absolument utile, indispensable même. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'une autre forme d'attention que l'attention individuelle, qui est l'attention conjointe? Alors ouais, l'attention conjointe, ça c'est... Donc peut-être si je veux refaire mes petits niveaux Ouais. attentionnels, l'attention individuelle, c'est ce dont on parle quand on parle d'attention, à savoir Monsieur X ouvre le journal, Madame Y regarde Facebook, etc., etc. Et là, on fait comme si on était un corps avec un système nerveux, avec des doigts, et puis on interagit avec des choses ou des gens lointains. Moi, j'ai envie d'aller d'abord en deçà de ça, en disant Monsieur X ou Madame Y, c'est plein de contradictions. C'est plein de tendances qui ont envie de lire ça, qui n'ont pas envie de lire ça, mais c'est un devoir universitaire, donc il faut le lire parce qu'on n'a pas vraiment envie, etc. Donc on se bat contre soi-même parce qu'on aimerait mieux faire ça, puis on fait ça. Et donc Monsieur X ou Madame Y, ça peut être une unité d'analyse qu'on utilise, mais, et c'est pour ça que le livre de Jean-Philippe Lachaud, il est vraiment très très important pour montrer à quel point il y a... Alors, je détourne un peu son propos en disant il y a une économie chimique de l'attention qui est les neurotransmetteurs, en fait. Et donc, à l'intérieur, il y a plein de choses. Maintenant, si on va au-delà de l'individu, il y a donc le fait, quand on est plusieurs, alors en général, on parle d'humains, mais je crois que c'est vrai aussi dans une certaine mesure pour des animaux, mais bon, on va laisser les animaux de côté parce que c'est un peu trop compliqué, mais on va dire des humains. À partir du moment où vous savez qu'il y a des corps humains dans l'espace où vous êtes vous-même visible ou audible, eh ben, vous allez faire attention, là pour le coup, à ce que vous dites, en sachant que d'autres y font attention. Et que si vous dites des choses horribles, si vous vous mettez tout nu, si vous commencez à faire des trucs, même si vous leur faites pas mal, ça va avoir des conséquences parce qu'ils font attention à vous. Et donc savoir que euh, ce que je fais est l'objet d'attention d'autrui, ça va faire que je vais prêter attention à l'attention d'autrui qui prête attention à moi, et que là vont se mettre en place toute une série de rapports très très complexes. Et on va parler d'attention conjointe lorsqu'on est dans cette situation où, et là ça va devenir problématique, dans le même lieu et dans la même temporalité, euh, on partage nos attentions. Tout le problème, enfin un des problèmes, c'est dans le même lieu et dans la même temporalité. Alors, le même lieu, si maintenant je fais un zoom, ça va casser, parce que quelqu'un peut être très loin, je vois son visage, et de fait, je vais dire ce que je dis en fonction du visage. Là, je vois ton visage, tu es en face de moi, on est dans la même salle. Si on était sur Zoom, euh, le rapport qu'on aurait finalement serait très très proche, à savoir je te vois opiner, je te vois, etc. Et tout ce que je dis, c'est en fonction que tu opines, que tu regardes, que tu as l'air choqué, etc. Donc cette attention conjointe-là, on a déjà pu la déplacer dans la présence physique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire dans le même temps? Euh, et là, de nouveau, c'est facile parce qu'on est dans le même moment. Si je fais des SMS et que je fais quelque chose, je fais un message, tu fais le message, je fais le message, c'est pas exactement le même temps parce qu'il y a quelques secondes. En même temps, c'est quand même comme une sorte de dialogue, parce que le dialogue, ça prend aussi du temps. Donc, à partir de quand on va dire qu'il y a attention conjointe, il y a pas là, ça pose plein de problèmes. Moi, j'ai envie de dire, il y a quand même des situations dont on a l'habitude et qui sont très, très particulières, qui est
je sais que quelqu'un est en train de me regarder et de m'écouter et ça va changer la façon dont je fais les choses. Donc là, on est dans cette situation-là. Quand on enseigne dans une salle de classe, on est dans cette situation-là. Quand on est au théâtre et qu'on regarde ou qu'on fait un spectacle, on est dans cette situation-là, etc. Et ces situations-là d'attention conjointe, elles ont des propriétés très particulières. C'était ce qu'un sociologue du 19e siècle qui s'appelle Gabriel Tarde appelait des foules par rapport à des publics. Il y a des effets de foule. Si quelqu'un dans la foule commence à hurler quelque chose, on peut tous se mettre en colère sur cette chose-là alors qu'on n'y pensait pas avant. Et là, c'est parce qu'on est au même moment, on peut s'entendre les uns les autres, et c'est parce que quelqu'un répond à ce que j'ai hurlé que je vais hurler encore plus, et puis qu'on va tous se mettre d'accord. Donc il y a des effets de foule qui peuvent être très sympathiques dans un concert, mais qui peuvent être très tristes quand ça finit en lynchage, etc. Et puis les publics. C'est toute la question. A priori, Tarde nous disait les publics, c'est différent, parce que les publics, c'est des gens qui lisent le journal chez lui. Il était au 19e siècle, c'est le temps des quotidiens, donc on lit le journal chez soi. Et que je hurle dans mon salon en train de lire le journal, ça va influencer personne. De nouveau, aujourd'hui, avec Facebook, avec les réseaux sociaux et les plateformes, si je hurle sur Facebook à propos de quelque chose que je viens de voir, l'autre va hurler. Et est-ce qu'il n'y a pas des effets de foule au sens où il y aurait quelque chose comme de l'attention conjointe qui passe maintenant par des plateformes, même si, du point de vue de Tarde, c'est des publics, parce que les gens ils sont tout seuls chez eux, et c'est des médias qui les mettent en rapport. Donc, cette distinction-là, qui conceptuellement reste très puissante, pratiquement, il faut jouer avec les deux en même temps. Oui. Je ne sais pas si tu connais un anthropologue américain qui s'appelle Michael Tomasello. J'ai vu le nom, mais non, je ne Ouais, peux pas dire que je connais. Ouais, tu as dû voir passer son nom Ouais, concernant ouais. l'attention conjointe, justement. Ah, peut-être. Et en Ok. fait, il se posait la question, comment ça se fait que si on prend un chimpanzé et un être humain, les gènes sont excessivement similaires. D'accord. Comment ça se fait que l'être humain est capable de créer des sociétés beaucoup plus complexes que les chimpanzés? Et l'une des manières avec laquelle il répondait à ça, c'était de dire que justement, l'être humain était capable de créer ces espaces d'attention conjointe, et notamment il illustrait ça par le fait de pointer des objets. Et donc ce qu'il disait, c'est qu'en gros, si on pointe un objet devant un chimpanzé, le chimpanzé va pas regarder ce vers quoi notre doigt pointe. D'accord. Et il disait qu'en gros, chez l'être humain, ça se voit très tôt, cette capacité à suivre en fait euh, ce vers quoi l'index d'un adulte, par exemple, pointe. Tout à fait. Et il avançait le fait que c'était peut-être l'une des manières dont on pouvait distinguer l'être humain du monde animal, c'est par ces espaces d'attention conjointe. D'accord. Ok. Donc voilà. Là, je ne Donc, connais pas assez les ouais. chimpanzés, donc s'il le dit, il doit Moi, avoir une moi- bonne raison de moi le dire. non, moi non plus. C'est exactement ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, il doit avoir une bonne raison de le dire. Il a l'air d'avoir bossé sur le sujet. Euh, pour passer à une dimension peut-être même plus collective de l'attention, et ben, je voulais savoir quel est le lien, selon toi, entre la crise attentionnelle qu'on pense vivre, que beaucoup pensent vivre. Moi, personnellement, je pense qu'on est en train de vivre une crise attentionnelle, vu la masse de contenu dont on est submergé, et aussi vu, on va dire, le contenu des messages qu'on reçoit, qui sont souvent alimentés par des algorithmes clivants et polarisants. Euh, Quel est le lien entre cette crise attentionnelle et la crise climatique que l'on vit aujourd'hui? Ok. Alors peut-être je vais revenir sur le fait que nous vivions une crise attentionnelle et sur la façon dont on peut la caractériser. Et il y a une évidence qui se partage, et comme toutes les évidences qui se partagent, il y a quelque chose de vrai là derrière, qui est que, comme tu as dit, on est submergé par une quantité d'informations. Euh, alors maintenant, ça veut dire quoi? D'être submergé par une quantité d'informations disponibles, c'est quelque chose. Euh, Ça, on l'avait depuis au moins la Renaissance. Lorsque l'imprimerie commence à se développer, il y a beaucoup de gens qui se disent mais qu'est-ce que c'est que comment on va faire avec toute cette information qui s'imprime à droite et à gauche? Même chose, rebelote je parlais de 1770 tout à l'heure avec les premiers quotidiens. Comment on va faire si tous les jours il y a des trucs à lire, etc. Voilà. Donc ça, c'est à la fois vrai chaque fois qu'émerge, si on veut, un nouveau média, euh, et en même temps, c'est plutôt bien le fait qu'il y ait plein de choses à voir, qu'il y ait plein de choses à lire. On pourrait dire, mais de quoi vous plaignez? Vous pouvez vous plaindre qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a rien à lire, qu'on ne peut pas avoir accès aux choses. Là, le fait que ça soit accessible, réjouissez-vous, les gars. Vous n'allez pas vous ennuyer. Euh, donc moi, je distinguerais assez ceci, à savoir, il y a trop pour qu'on puisse gérer, mais bon, tant pis, à
crise attentionnelle parce qu'il y a des choses qui sont dirigées, qui sont adressées à notre attention, dont nous savons qu'on attend de nous une réponse, heu et dont nous suspectons que nous n'arriverons pas à donner les réponses satisfaisantes aux demandes attentionnelles qui sont faites vers nous. Et donc là, il me semble que c'est assez différent. Le livre, il ne demande pas à être lu. Le livre, il est lu ou il n'est pas lu. Voilà. Là, quand quelqu'un envoie un message et s'attend à ce que je lui réponde, que ça soit parce que je suis au boulot et qu'on est en train de faire quelque chose et que si je ne le fais pas, eh ben, toute l'équipe est retardée. Donc là, c'est le cas un peu stressant habituel. Et beaucoup d'entre nous avons des boulots où c'est un peu le cas et où les demandes professionnelles pullulent et où les postes pour remplir ces fonctions ne sont pas à la hauteur. Donc là, et ça c'est très différent, c'est vraiment à la fois un sentiment subjectif d'insuffisance à répondre aux sollicitations et des choix sociaux de mettre assez de ressources pour répondre. Et ça, donc, il me semble, si on vit une crise attentionnelle, c'était tout ça pour dire, si on vit une crise attentionnelle, il me semble que c'est moins une crise due aux médias eux-mêmes. C'est pas Internet parce qu'il met plein de choses qui suscitent cette impression de crise attentionnelle. Donc c'est pas la faute de l'imprimerie. C'est la faute. Alors après, on peut parler de néolibéralisme, on peut parler de capitalisme, on peut parler de plein de choses qui fait que on est sollicité, et finalement on est sollicité pourquoi ce qui anime, ou en anglais c'est le mot drives, ce qui impulse un peu tout l'appareil productif, c'est la compétition dans les profits boursiers. Donc il y a quelque chose à travers nous et au-dessus de nous qui s'appelle la finance, qui s'insère partout pour nous pousser à être productifs, à produire du capital qui s'accumule, qui se réinvestit, etc. Et pour moi, ça, c'est la cause première de la crise attentionnelle. Pas Internet, pas machin. Donc il y a ça. Maintenant, ta question, c'était sur la crise climatique. Les deux sont liés, justement, à savoir ce même appareil productif qu'on peut appeler capitaliste, si on veut, dont le mode de fonctionnement, c'est de produire quelque chose qu'on appelle la croissance, et dans cette croissance, de produire quelque chose qu'on appelle du profit, et d'essayer de maximiser ça. Et là, c'était assez limité au moment de la Compagnie des Indes au XVIIe siècle. De nouveau, comme mon histoire de 1830 avec le journal, ça existait, mais c'était un petit peu... Il y avait certaines choses qui étaient impliquées par ça, le commerce des épices, certains trucs. Mais la vie du paysan français était pas complètement indépendante, parce que déjà au XVIIIe siècle, il y a beaucoup de blé qui vient de Pologne, donc ça s'est assez rapidement diffusé. Mais il n'était pas aussi stressé par la diffusion du capital que nous. Nous, aujourd'hui, tout est là. Et les choses qui devraient y échapper, comme des États-nations qui ont des systèmes de fonctionnaires, on leur met dessus des méthodes de management qui sont celles impliquées par là. Donc là, ça c'est et c'est ce même alors, appareillage, je dirais, d'extraction du profit qui est fondé sur l'extraction de ressources de nos environnements, et une extraction dont la finalité est justement, très précisément, l'extraction de capital, et pas directement, en tout cas, ni le bien-être des animaux, humains ou pas humains, ni, en tout cas, encore moins, la soutenabilité des modes de vie, des modes de société, etc. Donc, oui, la crise attentionnelle et la crise climatique sont pour moi directement liées. C'est pour ça que le livre qui s'appelait L'écologie de l'attention, c'était à la fois pour dire il y a une écologie des phénomènes attentionnels et il y a un problème écologique d'attention à nos environnements, à nos milieux de vie, etc. Et en ce sens, oui, les deux sont liés, mais je dirais qu'ils sont liés, de nouveau, de plein de façons, mais une des façons, c'est le fait que les deux sont commandés, si on veut, par ce système économique, économico-politique, d'extraction de profit. Et là, je crois que, et ça on s'en aperçoit, il me semble, de plus en plus largement, le problème écologique aujourd'hui, ça ne peut être qu'un problème éco-politique. Et les questions d'inégalité sociale, les questions politiques de répartition de ressources, elles sont en même temps écologiques, sociales, politiques et économiques, et d'être anticapitaliste aujourd'hui. Moi, je me suis, avec Multitude, on était souvent un peu en retrait face à un anticapitalisme un peu primaire
qui condamnait a priori sans assez analyser. Moi, il me semble que c'est vraiment il faut passer beaucoup, beaucoup de temps à analyser le fonctionnement du capitalisme, parce que s'il est aussi puissant, c'est qu'il n'est pas idiot. S'il est aussi puissant, c'est qu'il y a des choses très complexes qui se sont mises en place et dont beaucoup de gens profitent, pas seulement les 1% qui se font des milliards, mais dont nous profitent, enfin nous, de nouveau, ça va dépendre de qui nous, mais en tout cas les gens blancs qui votent pour des régimes de droite ou de centre dans nos pays, c'est clair que nous bénéficions de ceci, c'est peut-être pas le cas des gens qui vivent à Goma au Congo, et que de réfléchir sur la puissance du capitalisme, à mon avis, c'est nécessaire, donc pas le condamner a priori, mais pour le condamner d'autant mieux, parce qu'on voit à quel point il a tout innervé, et que cette innervation qui à la fois crée la crise de l'attention dont tu parlais, et la crise environnementale dans laquelle on est tous placés. Et pour faire également un lien entre la crise attentionnelle et la crise démocratique qu'on vit actuellement, donc il y a cette phrase dans le dernier livre d'Habermas, justement, qui dit « Un système démocratique se détériore dans son ensemble lorsque l'infrastructure de l'espace public ne peut plus attirer l'attention des citoyens sur les thématiques importantes nécessitant une prise de décision politique. » Je sais pas ce Je que commence ça. Oui, l'infrastructure, c'est un mot. On va faire un colloque sur les infrastructures dans 3 semaines, parce que je trouve que c'est vraiment, le mot clé maintenant. Et lui, il parle des infrastructures de l'espace public. De l'espace. Alors ça, pour moi, ça veut dire 2 choses. On peut interpréter ça 2 choses chez Habermas. Soit on peut se dire l'infrastructure de l'espace public. Eh ben, c'est les systèmes de sécurité sociale, c'est les systèmes, de nouveau, de l'État, en gros, qui nous permettent d'être éduqués, d'être soignés. Et ces infrastructures-là de l'espace public, on sait qu'elles sont très débattues, qu'il faut les financer, qu'il y a des bulles politiques là autour. Et ne pas assez prêter attention à leur maintenance, je dirais, à leur développement idéalement, mais déjà à leur maintenance, ça c'est dramatique, et ça c'est au cœur de notre époque. Donc oui, tout à fait. Maintenant, j'ai envie de lire l'infrastructure de l'espace public d'une façon plus précise, qui serait l'infrastructure de ce que Habermas appelait Öffentlichkeit, de la publicité, du fait d'être public. Et ces infrastructures de ce qui fait que quelque chose est public, c'est ce qu'on appelle les médias, justement. Et là, moi, j'ai fait un livre qui s'appelait Médiarchie, qui était justement, parce que tu as parlé de la démocratie au début, et pour moi, la première étape dans tout type de raisonnement politique, c'est de se dire, un petit peu, je le disais tout à l'heure sur la tension, la classe vectorialiste, etc., mais de se dire qu'il n'y a pas de politique qui ne soit déjà informé par une infrastructure médiatique, à savoir la façon dont on vote, le jour où on vote, si on vote ou si on ne vote pas même, c'est conditionné, c'est déterminé par ce qui sera rentré dans nos yeux, nos oreilles, et ce qui sera rentré dans nos yeux, nos oreilles, c'est conditionné par les infrastructures médiatiques. C'est pour ça que je parlais de médiarchie en disant il faut... Peut-être qu'il y a de la démocratie, et c'est bien qu'il faut défendre la démocratie, mais cette démocratie, on ne peut la concevoir que dans un pouvoir des médias. Et on parlait trop brièvement de Bolloré tout à l'heure, on parlait trop bien de toutes ces choses-là. C'est la première question politique. Ça ne sert à rien de faire croire qu'on va pouvoir faire des changements écologiques, qu'on va pouvoir faire des transitions ou je ne sais quoi, si on ne commence pas par transformer ces infrastructures qui produisent comme résultat Trump, qui produisent comme résultat Poutine d'un côté, etc. Et donc là, moi, je vais crever frustré parce que ça fait des années que je répète le truc que tout le monde sait. En plus, c'est pas du tout nouveau de dire ça. Et en même temps, très très peu de gens, ne serait-ce que dans les partis politiques de gauche, mettent ça au sommet de leur agenda. Et ça, je comprends toujours pas pourquoi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de solutions ou peut-être plus de maximes qu'on pourrait suivre pour tenter individuellement ou collectivement de former un espace attentionnel qu'on pourrait qualifier de plus sain. Dans ton livre, tu parles notamment d'une écosophie de l'attention. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ouais, je sais. Alors, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a, là, on connaît la notion d'économie, d'écologie, écosophie. Et de nouveau, je ne l'invente pas. Je reprends ça de quelqu'un qui s'appelle Arne Naess, qui est un théoricien de l'écologie profonde, et de nouveau Félix Guattari. Et ça serait donc une sorte de sagesse des environnements. Pas seulement de normes, économie, c'est quelles normes on se donne pour l'oikos, pour le ménage ou le lieu que nous aménageons ensemble, pas seulement un discours sur les milieux, mais une sagesse de vie dans les milieux. Donc ce terme, voilà, il est un peu prétentieux, mais peut-être qu'il fait référence à ça. Maintenant, ça consisterait en quoi cette sagesse de vie dans les milieux attentionnels ?
Alors, tout le livre, il est fait pour essayer de donner des règles. En fait, il était écrit avec des petits, je sais pas si c'était des maximes ou des sortes de principes que je mettais en italique, ou je sais plus Oui. comment ils étaient faits, pour essayer de donner une sorte d'alphabétisation. Et puis après, idéalement, les gens auraient pu lire ça, puis se dire, bah tiens, ça c'est ce principe, ça c'est ce truc-là. Donc, il y en a beaucoup. Euh, ce- Peut-être une face, quelque chose que j'aimerais rajouter à ce que j'avais fait dans le livre, que maintenant j'ai plus tellement en tête parce que ça date un peu, c'est une sorte de déplacement des questions, depuis la question de l'attention, dont on a beaucoup parlé, à un autre mot qui est proche, qui est la notion de curiosité. Et à la fois, c'est un peu à la mode de parler de curiosité, comme c'est à la mode de parler d'attention. Et il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui seraient à faire pour préciser ce qu'on appelle curiosité. Et là, j'ai découvert assez récemment qu'il y avait tout un champ d'études qui s'appelle Curiosity Studies, avec des manuels, avec plein de choses qui se font dans le monde anglo-saxon, qui n'a pas encore débarqué en France, et ça je le regrette, parce que ça parle en gros des mêmes choses. Tout ce dont on a parlé sous attention, on peut se dire, ben, qu'est-ce que c'est que la curiosité? C'est une sorte de désir de faire attention, désir de connaître, désir de, etc. Donc c'est à la fois la même chose, et moi ce qui m'intéresse, c'est des petits déplacements. Et donc c'est une façon détournée de répondre à ta question, mais je crois que ça va quand même arriver là. Euh, la curiosité, la façon dont on se la représente, c'est que c'est quelque chose que j'aurai en moi. Et faire le contraste attention-curiosité, c'est déjà nous faire réaliser que quand on parle d'attention aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la capture de l'attention, la captation. Tout ce qu'on a dit maintenant, en fait, c'est comme si l'attention, c'était quelque chose qui était là pour être capté de l'extérieur. Et c'est vrai, de nouveau, quand on dit curiosité, il y a quelque chose à l'intérieur qui me fait aller, voilà, qui me fait regarder sous la table, qui me fait regarder par le trou de la serrure. C'est pas que le trou de la serrure est tentant par lui-même, ou c'est peut-être qu'il y a quelque chose et moi je vais faire geste. Et là, dans les théories des médias, ça fait longtemps qu'on a utilisé deux mots anglais pour contraster deux choses. La méthode pull, où c'est moi qui vais, et le geste là, c'est je vais dans une librairie ou dans une bibliothèque et je regarde tout et puis j'ai envie, je sais que j'ai envie de chercher un livre sur l'écologie. Donc moi je me déplace pour aller vers le cabinet écologie et puis je regarde, puis je prends le livre. Et donc quand on va sur des moteurs de recherche, c'est ça qu'on fait. On cherche quelque chose et on le prend. Et l'autre, c'est push. Et en fait, tout ce dont on parlait en termes de publicité, etc., économie de l'attention, capter, c'est du push. La curiosité, ça serait par essence quelque chose qui est justement du pull. Moi, il y a quelque chose en moi qui me pousse à tendre le bras pour aller chercher quelque chose. Et de se dire un environnement attentionnel est d'autant plus sain qu'il me laisse, et là on va revenir aux cybertemporalités, qui me laisse du temps et de l'espace pour aller vers quelque chose, et le tirer, pull, euh, à mon avis, c'est une règle, je sais pas, tu pourrais peut-être me contredire, mais c'est une règle qui me semble assez fondamentale pour dire ça, c'est plus sain que le contraire, qui serait un environnement attentionnel où je suis bombardé de sollicitations, qui semble être justement le résultat de tout ce qu'on disait maintenant sur la publicité, sur etc., etc., etc. Donc cette différence entre pull-push, de concevoir la curiosité comme ce qui me fait choisir quelque chose, premièrement. Deuxième point de la curiosité, il y a quelque chose de très beau, et là je redeviens littéraire dans le mot français de curiosité ou de curieux, c'est que c'est à la fois moi qui suis curieux, c'est ma curiosité pour aller chercher ça, mais on dit que quelque chose ou un objet est curieux. C'est curieux ce truc. Ça ne veut pas dire que lui fait attention à moi, ça veut dire qu'il a quelque chose. C'est quoi la propriété de la curiosité? C'est justement que ça ne rentre pas dans les catégories que j'avais déjà. Hein. Au XVIIe siècle, il y avait quelque chose qui s'appelait des cabinets de curiosité. Et les cabinets de curiosité, c'était justement... Alors c'était colonial, parce que c'est des gens qui traversaient la planète, puis ils ramenaient un nez de rhinocéros ou quelque chose, et personne n'avait jamais vu ça en France, donc on met ça dans un cabinet de curiosité. C'est justement un truc dont on ne sait pas quoi faire. Et la curiosité, moi j'ai de plus en plus envie de dépeindre ça comme une dynamique entre des subjectivités qui sont curieuses, donc qui veulent chercher des trucs, et des subjectivités qui repèrent des trucs curieux. Mais c'est les trucs, c'est pas seulement moi, c'est les trucs qui sont curieux. Et ils sont curieux parce qu'ils ne rentrent pas dans mes catégories. Et donc, parce que je repère des trucs curieux parce que je suis curieux, ils sont curieux en stimulant ma curiosité. Et là, il y a une boucle. On parlait de cercle vertueux tout à l'heure. Là, il me semble qu'il y a un cercle vertueux très important. Et qu'on peut réévaluer les environnements, on parlait de ça, les environnements attentionnels ou médiatiques ou de communication par le degré de curiosité qu'ils permettent de développer.
que ça soit quels objets y viennent, plus ou moins curieux, et là il y a des normativités qui empêcheraient ça, et qu'est-ce qu'on développe dans les enfants. Et là je pourrais continuer pendant les heures, parce qu'après forcément on parlait d'éducation tout à l'heure, et on peut dire qu'un des drames de nos systèmes d'éducation, c'est que ça mutile la curiosité des enfants. Je crois que c'est clair que les enfants ont une curiosité qui leur permet d'apprendre très 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 vite quand ils sont très 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 jeunes. Et là, il y a des statistiques qui se font pour montrer que quand on rentre dans un système scolaire, en général, on pose beaucoup moins de questions qu'on posait avant. Où on pose des questions qui sont très très formatées et dirigées, et donc on perd beaucoup en curiosité quand on va à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les écoles, mais ça veut dire qu'on peut peut-être repenser l'école. De nouveau, on parlait de test tout à l'heure. Enseigner pour le test ou apprendre pour le test, c'est pas être curieux, ou c'est être curieux d'une chose, c'est qu'est-ce que le prof veut que j'apprenne ou que je sache pour que je réussisse son test. Il y a plein d'autres choses qui seraient justement curieuses, qui ne rentreraient pas dans les catégories du prof, qui doivent passer à la trappe. Sans ça, on n'est pas bien classé dans les... Voilà. Donc voilà, donc il y a plein de choses autour de la curiosité qui me semblent être un bon ingrédient pour remettre dans la sauce du discours sur l'attention, pour justement aller du côté d'écosophie. Ouais. Et d'ailleurs, pour mentionner une dynamique qui me semble être à l'opposé de cette curiosité, c'est le système TikTok. On avait des premières plateformes de réseaux sociaux, enfin les grands réseaux sociaux, on va dire Facebook, etc., dans lesquels en fait on s'inscrivait et puis on allait ajouter des pages pour suivre des personnalités, pour suivre des thématiques, etc. Et puis quand TikTok est arrivé avec son modèle, ils sont arrivés en disant, bah en fait, non, on va même pas demander à l'utilisateur de choisir quoi suivre. En fait, on va lui proposer 6 ou 7 vidéos de 10 secondes. Et puis, ça sera suffisant pour que l'algorithme comprenne en fait quels sont les centres d'intérêt de l'utilisateur. Ouais. Et puis, à partir de là, on le bombarde en fait de vidéos. Et donc, il Ouais. n'y a plus aucun choix qui est laissé en fait à l'utilisateur. C'est de l'automatique. Ouais. C'est du défilé de Tout vidéos. à fait. Et là, donc merci, ça c'est un super exemple. Et justement, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur que ça soit l'algorithme de Google Search Engine, ou que ce soit l'intelligence artificielle, on a dit le point commun, c'est que ça attire vers la moyenne quantitativement la plus haute. Justement, la curiosité, c'est ce qui échappe aux moyens, à ce qui vient. Et d'être attentif à la curiosité et d'avoir un système, c'est ça, un système de recommandation. Moi, je crois que c'est pas forcément impossible, hein, ça dépend comment on paramètre les trucs, mais d'avoir des systèmes qui favorisent l'apparition de curiosité dans ce que m'apporte mon écran. Ça, de nouveau, c'est pas que ça serait un autre monde, que tout est pourri quand même. Il faut le développer. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui le développent. Je n'ai pas encore de vraiment bon exemple là-dessus. Mais c'est ce type d'évolution-là, je crois, qui serait nécessaire. Ce que je dis là, on pourrait facilement me répondre, oui, mais tout TikTok est fait justement pour attirer notre curiosité. Parce que ça fonctionne à ça. La publicité, c'est fait pour attendre. On pourrait dire, on vit déjà dans une économie de la curiosité parce que tout le système est fait pour teaser, hein, pour appâter quelque chose qui est bien notre curiosité. Et pourtant, je crois que si on s'éduque un petit peu sur comment fonctionne la curiosité, on voit que c'est justement pas le cas et que ça sous-entendrait des choses très très différentes que d'organiser un environnement attentionnel autour de la curiosité. J'essaye de décortiquer sur ma chaîne le fonctionnement des réseaux sociaux et notamment aussi le fonctionnement interne des réseaux sociaux, comment comment ces entreprises en fait s'organisent, pourquoi il y a des conséquences souvent très négatives même sur la société, etc. Et généralement, l'un des principaux coupables que je trouve, c'est le modèle publicitaire, justement. C'est le modèle publicitaire qui semble être au cœur du problème. Euh, Quel est ton avis global sur la publicité? Là, c'était il y a 15 jours, je crois, il y a 3 semaines, j'ai été convoqué par une commission du Parlement qui se fait sur le renouvellement des licences de TNT. Et ils ont eu l'idée bizarre et la gentillesse de m'inviter pour une de leurs commissions parlementaires. Et là, j'avais 5 minutes, et en 5 minutes, j'ai essayé de faire un argumentaire pour... Alors, a priori, moi, je serais pour qu'on n'ait plus de publicité, mais c'est pas, je suis jamais pour la prohibition, etc. Ça donne jamais des résultats très merveilleux. Mais de se dire qu'on mette, je sais pas, 50% de taxes sur toute dépense publicitaire. Ça l'interdirait pas complètement, ça la ferait quand même largement diminuer, il me semble. Ça permettrait, il y en a quand même des L'Oréal et je sais pas, ils vont continuer à en faire, donc ça permettrait d'accumuler des sommes assez importantes. Et là, pour le coup, il y a des recherches. Il y a une association qui s'appelle Code Communication et Démocratie, avec l'Institut Veblen. Ils ont fait un rapport absolument remarquable pour quantifier
justement, alors, c'est quoi la publicité en France? On fait de la publicité pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait? Eux, ils sont beaucoup plus raisonnables. Ils parlent d'une taxe, je crois, de 8%, et ils regardent quels seraient les impacts, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire. Mais de se dire que, comme telle, la publicité est un cancer qui, d'autant plus aujourd'hui, qui nous pousse à consommer des choses que tout le monde sait et nous dit qu'il faudrait plutôt diminuer les consommations. Donc rien que pour ça, qu'on continue à en avoir, c'est une aberration totale. On comprend qu'il y a tellement, on parlait d'addiction tout à l'heure, il y a tellement de médias qui sont addicts parce qu'ils devraient fermer s'il n'y avait pas de publicité. Donc là, ce que ça veut dire, c'est justement, quand je parlais de restructurer l'infrastructure médiatique, c'est justement ça, de comment on va financer le fait qu'on a besoin de journalistes d'investigation, qu'on a besoin de télévision, qu'on a besoin de toutes ces choses, qu'on a besoin de radio comme la tienne. Donc comment on va financer ça en évitant le cancer publicitaire, si possible, vu qu'on ne peut pas l'abolir du jour au lendemain, déjà en le taxant et en essayant de redistribuer les choses. Donc ça, c'est central. Et lorsque je parlais tout au début, 1830, marchandisation de l'attention, c'est clair que c'est ça, hein, 1830, c'est... Alors, il y avait de la réclame avant, mais c'est lorsque la réclame devient structurellement nécessaire à un certain mode de production et de transformation et de communication de l'information. Et donc, si maintenant on est complètement là-dedans, ça veut dire que c'est précisément parce que la publicité est partout et que ça, c'est le cancer qu'il faut commencer par essayer de combattre. Dans son existence, mais surtout dans ses conséquences. Et tout ce que je disais tout à l'heure, c'était les conséquences de ça, là, absolument. Ouais. Et je cite Georg Frank, c'est comme ça Ouais, que ouais, ça ouais, se prononce, ouais. qui dit la consommation involontaire de publicité équivaut à un impôt prélevé sur la perception. Sur la perception. Et tout à fait. Ouais, Je ouais, trouvais très juste. ouais, ouais, c'est très beau. Ça, c'est un article qui s'appelle Capitalisme mental, qu'on a traduit dans Multitude, ouais, ouais, qui est très, très fort. Il date de 20 ans, son truc, mais il est toujours actuel. Ouais. Est-ce qu'il existe des pratiques que l'on peut mettre en place qui nous permettraient de développer nos capacités attentionnelles, quoi qu'on veuille dire par là? Très bonne question aussi. Alors, qu'elles existent, ça, j'en suis persuadé. Et mon copain Jean-Philippe Lachaud, dont je parlais tout à l'heure, il développe quelque chose qui s'appelle Atoll. Maintenant, j'ai oublié le déploiement de l'acronyme, mais c'est d'aller dans les écoles et de proposer aux élèves des exercices attentionnels pour qu'ils prennent conscience du fonctionnement de leur attention. Et donc là, lui, qui est de nouveau ce neuroscientifique qui comprend comment, enfin, autant que possible, comment ça fonctionne dedans, il prend la peine de faire ces modules et de les porter dans les écoles et de se dire que ça, c'est vraiment important, au lieu de se plaindre que le téléphone rend idiot tout le monde, etc. C'est peut-être vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses comme ça. Donc oui, on peut faire. Maintenant, je mettrai tout de suite un bémol à ceci, parce qu'il faut préciser le « on », en l'occurrence. Et je crois qu'il faut vraiment situer socialement nos capacités à soit résister à des sollicitations ou des bombardements attentionnels, soit à développer ce que je disais tout à l'heure comme une curiosité, euh, parce que euh, on n'est pas du tout égaux face à cela. Euh, Moi, il se trouve que je suis privilégié, j'ai un bon salaire qui rentre tous les mois, je suis payé en tant que professeur d'université pour lire, pour être curieux, donc c'est merveilleux, je peux faire ça. Si on bosse toute la journée, SMIC ou sous le SMIC, et qu'on a 2 enfants dont il faut prendre soin, et qu'on est un peu précaire dans le logement, etc., eh ben c'est clair que la capacité, enfin de nouveau, là c'est de l'espace-temps, hein, l'espace dont on dispose pour être au calme et le temps dont on dispose pour ouvrir la phénoménologie de Hegel, eh ben il est très 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 restreint. Et donc c'est d'abord à ce niveau-là, il me semble, qu'il faut réfléchir en termes de capacité attentionnelle. Avant de blâmer les gens pour dire vous êtes curieux, vous n'êtes pas curieux, vous faites ceci, vous faites cela. Et donc là, si on admet que oui, malheureusement, on est très très inégaux face au pouvoir qu'on a sur notre curiosité ou sur nos espaces attentionnels, maintenant je crois qu'on a toujours un peu, euh, dramatiquement trop peu pour certaines ou certains et assez peut-être pour d'autres, et qu'à l'intérieur de ce que nous pouvons faire de très différentiel, là oui, il y a des choses comme Jean-Philippe Lachaud propose aux enfants, ou justement et là il y a un mot que je n'ai pas utilisé mais que j'essaye de développer dans le livre, qui est une attention réflexive, à savoir de se poser des questions un peu explicitement sur ce à quoi je suis en train de faire attention. Et ça ne prend pas des heures, ça peut être des sortes d'habitudes
qu'on a, et que d'ailleurs on développe, on n'a pas besoin de me lire pour le faire. On se pose tous implicitement ces questions un peu tout le temps parce qu'on évalue, on fait des choix. Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais plutôt faire... Mais de se doter un petit peu d'outils comme Jean-Philippe Lachaud en propose, ou moi, mon bouquin, le but du bouquin, c'était un petit peu ça. Alors, c'est un bouquin de 300 pages, c'est pas facile à lire, etc. Mais le but, et merci de faire une émission qui essaye de diffuser un petit peu ça, le but, c'est de se dire, commençons par réfléchir à ce à quoi on fait attention et à essayer de comprendre pourquoi on fait attention à ça et à quoi on pourrait faire attention d'autres. Et ça prend quelques secondes. On est tous capables de le faire. Il n'y a pas besoin de lire mon bouquin, de se casser la tête avec des trucs prétentieux d'universitaires. On peut tous le faire. Mais d'avoir ce petit exercice, comme on lève des poids ou on fait de la course à pied, ça, on n'en a pas encore, je crois, la promotion. Et ça serait, je crois, utile pour tout le monde de la faire. Et Ouais, merci, parce qu'avec ton émission, tu l'as pas seulement en invitant moi, mais en invitant plein d'autres gens, tu sais ce que tu fais, et ça, c'est vraiment important. merci. Et oui, pour rebondir là-dessus, donc je travaille pour l'association Lève les yeux, donc on fait des interventions en milieu scolaire. Mm. Et souvent, on démarre nos interventions en demandant aux élèves, bah, à votre avis, pourquoi on s'appelle Lève les yeux? Donc on leur dit qu'on a souvent, trop souvent, selon nous, les yeux rivés sur notre portable. Et on leur pose la question, qu'est-ce qu'on voit quand on lève les yeux? Et donc là, on a toutes sortes de réponses Génial. très intéressantes et ça nous permet aussi de redonner de la valeur à des choses peut-être qu'on prend pour acquis comme bah, un ciel bleu, le Ouais, soleil, absolument. un arbre, etc. etc. Et ça Absolument. permet de débuter la discussion avec eux, quoi. Super. Ouais, ouais, non, je connais de loin votre travail, Ouais. mais c'est génial. Ouais, ouais, tout à fait. Et on fait également, on joue à un jeu avec eux, et dans le jeu notamment, il y a une carte qui s'appelle la carte méditation, et quand les élèves retournent cette carte, les élèves doivent méditer soit 15 secondes, soit 30 secondes. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Est-ce qu'à ton avis, la méditation a un rôle à jouer dans l'amélioration, entre guillemets, de nos capacités attentionnelles? Alors sûrement, de nouveau, Jean-Philippe Lachaud pratique la méditation, il en parle dans son livre, il dit des choses très très intéressantes là-dessus, et ça je crois que c'est toute une voie de réflexion là-dessus. Moi je ne connais pas assez bien ce qu'on appelle méditation, les traditions orientales, les différents modes de ce qu'on appelle méditation aujourd'hui pour en dire quelque chose de sensé. Et moi, je ne me vois pas moi-même comme pratiquant la méditation. Mais c'est peut-être une question de terme. Quand je lis un livre, a priori, on se dit que je ne m'en fais pas de la méditation parce qu'on concentre son attention sur quelque chose d'extérieur. En même temps, avec Roland Barthes, avec plein de gens, il me semble que quand je lis un livre, en fait, je me regarde le nombril autant que je lis les pages du livre et que je fais quelque chose. Alors, si la méditation, ça veut dire se vider l'esprit et essayer d'avoir cette espèce d'état de conscience où on n'est pas distrait, et ne pas être distrait, ça serait ne penser à rien. Euh, Ça, je dois dire que c'est une vue qu'on a souvent de la méditation. Et là, j'avoue que je ne comprends pas très bien de quoi il s'agit. C'est pour ça que je ne m'aventure pas pour dire que c'est bien, que c'est pas bien, mais moi, voilà, c'est pas, voilà, je ne peux pas en dire grand-chose. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé, que tu aimerais évoquer dans cette interview? Et la deuxième question, ça serait quels sont tes projets pour le futur? Alors, ouais, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais c'était déjà très riche et tout. Et on va Mm. pas... Donc, merci beaucoup pour les questions qui étaient justement très larges et très, très belles. Alors, dans le futur, je ne sais pas trop. Cette histoire de curiosité, c'est un livre qu'on a fait avec un collègue italien qui s'appelle Enrico Campo, qui va s'appeler. Alors, malheureusement, c'est en anglais, Politics of Curiosity. Au-delà de l'économie de l'attention, je crois, un truc comme ça. Et nous, on a conçu le livre, on a fait une grosse préface et on a collecté plein de choses qui viennent des quatre coins de la planète. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait en anglais. Peut-être que j'ai une idée de faire un livre sur la curiosité en français pour essayer d'importer ces Curiosity Studies que je trouve très, très chouettes. Sans ça, j'ai un livre que j'ai fait très rapidement à Noël et que j'ai soumis à quelques éditeurs, je ne sais pas si ça va marcher, qui s'appellerait La machine à faire gagner les droites, et qui est une réflexion sur le fait que des gens comme Donald Trump, mais Donald Trump pas le premier, il y a Berlusconi avant, puis il y a plein de gens avant, mais sur le fait que justement ces infrastructures médiatiques dans lesquelles collectivement nous nous sommes plongés, parce que c'est aussi une responsabilité collective, sous la houlette d'une marchandisation de l'attention qui est quand même qui profite à une classe vectorialiste, donc tout ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, ça produit des conditions
dans lesquels ce qui se communique au niveau du discours politique, c'est justement des saillances, c'est des choses comme des faits divers, comme des crimes, comme des problèmes de migration, comme des scandales, comme des choses comme ça, qui de fait, sans qu'il y ait forcément un plan machiavélique là derrière, même s'il y en a peut-être un, mais ça je prétends pas l'avoir découvert, je suis pas plus conspirationniste qu'autre chose, que de fait c'est un terreau favorable pour que les gens votent droite, voire extrême droite. Et que prendre davantage conscience de ça, même si on dénonce Bolloré, même si on a raison de faire tout ça, d'essayer, c'est un petit essai, c'est pas un livre de 500 pages, là j'essaie vraiment de faire un truc plus petit, d'essayer en quelques pages de mettre en place cet argumentaire-là, de donner quelques exemples, il me semble qu'on en a un peu besoin pour résister à ce qui, j'espère, est une tendance courte, à savoir que les partis de droite ou d'extrême droite semblent vraiment florissants, mais ce dont je crains, que ça soit quand même une propriété des nouveaux modes d'échange, de communication médiatique qui se mettent en place. Pas seulement les plateformes, pour moi, les plateformes, il y a plein de calamités, mais c'est déjà la télévision, mais c'est déjà les mass médias, c'est déjà tout ceci que les plateformes accentuent, précipitent. Voilà, donc la machine à faire gagner les droites, d'essayer de l'analyser, et puis après, comment peut-être en sortir ou faire des contre-machines, etc. Voilà, c'est un Ok. peu ça pour un des trucs que je fais. Par rapport à ça, alors c'est mon analyse vraiment de surface, mais moi ce qui m'a fasciné dans l'élection et dans le discours de Trump, c'est sa manière de dépeindre la réalité de manière extrêmement binaire et grossière. Et je me demande à quel point ça attire pas les gens, notamment du fait que notre société semble se complexifier avec le temps et atteint des niveaux de complexité tels que finalement se réfugier dans cette Mm. peinture très binaire de la réalité, c'est extrêmement en fait rassurant. Ouais, donc ça, je crois que ça, c'est un des problèmes, tout à Ouais. fait. Euh, et c'est pas un problème qui est simple. Mhm. À savoir, je crois que toute compréhension est forcément une réduction de complexité. Sitôt qu'on croit comprendre quelque chose, on a identifié en général une, peut-être deux, trois causalités qui nous font croire qu'on comprend pourquoi quelque chose se passe. Et que de toute façon, les causalités qui expliquent tout événement, elles sont toujours intriquées, enchevêtrées, multiples, etc. Donc, de dire que Trump, il sursimplifie des problèmes très compliqués en donnant des solutions très simples, c'est vrai, c'est un problème, mais moi, pour être tout à fait honnête, je rêve d'un discours de gauche, d'un discours progressiste qui arrive à simplifier des choses qui de toute façon sont trop complexes et qui produisent à travers cette simplification des résultats qui nous fassent gagner en capacité de mieux comprendre, en intelligence collective, en moins d'inégalités, en moins de destruction de la planète, etc. etc. Donc pour moi, ce n'est pas la simplification comme telle. Et comprendre, c'est simplifier. Que ça soit toujours bipolaire, à savoir le bien, le mal, et qu'il n'y ait pas de nuances, ça oui, ça c'est un problème. Mais la façon dont moi j'analyse ça, en tout cas, c'est que le problème structurel, c'est que ce bipolarisme, il s'attache ou il fleurisse de nouveau, il prolifère sur certains sujets comme l'immigration, sur certains sujets comme le pouvoir d'achat, etc., qui en eux-mêmes sont pourris. La façon même dont on pose, de toute façon, il faut simplifier, mais la structure même de la façon dont on les envisage sont pourris. Donc, c'est presque en deçà de la question de la sursimplification, parce qu'il pourrait y en avoir de bonnes, à mon avis. Et la Trump, elle est clairement mauvaise, euh, mais c'est qu'en partie dû à cette sursimplification. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose qui fait sens, mais... Non, ça fait sens, ça fait sens. Yves, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, Victor, pour ton émission et ton invitation. Merci.